projets de recherche qui sont menés dans le monde de la pêche. Tous ces projets qui sont menés et qui vous êtes présentés, ils sont menés dans le cadre d'un partenariat scientifique-pêcheur qui est vraiment l'ADN des projets soutenus par FFP. Lors des 2 premières éditions, et vous aurez l'occasion d'aller les revoir si vous le souhaitez sur le site internet de FFP, on a mené un premier webinaire sur le chalut et les projets qui traitent de l'innovation autour de cet engin de pêche. Et le deuxième était un webinaire avec pour thématique le partenariat scientifique pêcheur au travers de la pêche au casier, avec tout ce qui concernait le recrutement des crustacés notamment, et même d'autres utilisations que le casier pour pêcher les crustacés, la nasse à poissons. Donc ces deux éditions ont été enregistrées, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, et sont visionnables sur le site internet de FFP. À la fin de chaque webinaire, nous proposons un sondage pour déterminer la thématique du suivant. Donc là, sans grande surprise, vu que vous l'avez en grand écran, la thématique qui a été choisie à l'unanimité la dernière fois, c'était les partenariats scientifiques pêcheurs dans la filière des petits pélagiques. Les petits pélagiques, c'est ces petits poissons que vous connaissez tous, aussi bien en conserve que sur une bonne pizza. Et donc, pour aujourd'hui, on vous propose d'illustrer ce partenariat au travers de 3 projets qui vont nous permettre de comprendre comment la ressource est évaluée, son lien avec l'environnement et enfin l'importance de ressources et environnement pour la pêche et le marché dans la filière de ces petits pélagiques. Donc, le webinaire va être structuré de la manière suivante. Je vais vous faire une rapide introduction sur les petits pélagiques, qu'est-ce que c'est, qui sont-ils et comment sont-ils pêchés. Et enfin, après, on rentrera directement dans le vif du sujet avec trois projets, quasiment 4, qui vous seront présentés. Tous des projets qui sont menés et portés par l'Ifremer et qui vont traiter de ces petits poissons sur les différentes façades, aussi bien atlantiques que méditerranéennes. En premier lieu, on aura Mathieu Doré qui nous présentera plus qu'un projet, une campagne qui est connue de quasiment tous, du moins de nom, la campagne Pelgas. Il nous expliquera notamment comment on compte ces poissons sous l'eau. Ce n'est pas une chose si facile. Ensuite, le projet Mona Lisa, qui nous sera présenté par Jean-Marc Fromentin et qui va lever le voile sur la grande question qui vous taraude tous, évidemment, où sont passées ces sardines méditerranéennes, ou plutôt, enfin voilà, grande question. Et enfin, le projet Défipel, présenté par Martin Huret, qui nous permettra de poursuivre la réflexion qui va être ébauchée avec les 2 premiers projets autour aussi bien de la ressource et l'environnement, en intégrant vraiment toute la filière et donc en ajoutant aux travaux de recherche en cours les compartiments que sont le compartiment des pêcheurs, leur stratégie de pêche, leur technique et leur adaptation, et le marché pour intégrer tout ça, intégrer toute cette connaissance et développer un outil de gestion pour assurer une viabilité de la pêcherie et de la filière petit pélagique, du plancton quasiment au conserveur. Donc pour la structuration de la prochaine heure et demie, comme vous l'avez compris, ça va être présentation de projet et à la fin de ces 3 sessions, on vous propose un temps d'échange avec les 3 intervenants. Donc vous avez, je ne sais pas si c'est en haut ou en bas de votre écran, ça dépend un peu des configurations de tout un chacun, mais vous avez quelque chose qui s'appelle discussion, que vous avez déjà tous trouvé parce que je vois que ça discute, où vous pouvez poser des questions. Sinon, il y a l'outil Q et R dans lequel vous pouvez poser des questions et la possibilité de faire monter la question dans l'ordre d'apparition pour la fin de session. Dans tous les cas, on a quelqu'un chez nous après qui va toutes les passer et en faire des synthèses si jamais vous avez vraiment beaucoup de questions. Voilà, pour ce qui est organisation. Donc, sans plus attendre, passons au vif du sujet et même passons cette petite introduction assez rapide parce que le plus intéressant, ça reste quand même ce qui se passe dans ces projets de recherche et les résultats qu'ils vont nous présenter. Mais pour qu'on passe tous sur une base commune, une petite introduction rapide sur les petits pélagiques. Qui sont-ils? En fait, vous les connaissez tous, hein, c'est l'anchois, la sardine, le maquereau, le hareng. Ce sont toutes ces espèces qui sont appelées des espèces pélagiques. Donc, pélagique, c'est lorsque les poissons vivent proche de la surface. Petits, parce que comme vous voyez sur le schéma que vous avez là,
Il y en a d'autres qui boxent dans la catégorie pélagique, autres que sardines, anchois et harengs. Il y a les thons notamment. Et eux, ils boxent pas dans la catégorie petit, ils boxent plutôt dans la catégorie grand. Donc, eux, ce sera ce qu'on appelle des grands pélagiques. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder aux petits, et notamment sardines anchois pour aujourd'hui. Donc, un pélagique, on l'a dit, ça vit proche de la surface. Généralement, c'est des poissons qui sont grégaires, c'est-à-dire qui vivent en banc, en groupe de poissons d'une même espèce, parfois interespèces, mais plutôt une même espèce, avec des poissons d'une même taille au sein de ces bancs. Comme ils vivent proche de la surface et en banc, vous vous en doutez, ça en fait des proies assez désignées, notamment pour les prédateurs supérieurs, ceux qui viennent du ciel, les oiseaux, mais aussi du dessous, parce que ça représente quand même des grosses masses, ces bancs de poissons. Et donc, ils auraient adapté leur coloration, et notamment ce dos vert-bleu de la plupart des petits pélagiques qui, en fait, vu du ciel, se confondrait avec la masse d'eau pour se camoufler plus facilement, et ont un ventre argenté pour, vu du dessous, quand ils se font attaquer, se confondrait avec les rayons du soleil, ou du moins seraient plus facilement camouflés. Donc ça, c'est une des adaptations de leur coloration. Une autre caractéristique de ces petits pélagiques, c'est qu'ils ont une forme, vous voyez, assez oblongue, forme qui leur facilite les déplacements, et notamment la meilleure stratégie pour éviter d'être capturés pour ces petits poissons, c'est la fuite. Donc voilà, forme qui leur permet de fuir convenablement. D'un point de vue, après, rapidement, sur la biologie de ces espèces, sardines comme anchois, c'est des espèces à durée de vie courte, c'est-à-dire que pour l'anchois, généralement, ce n'est pas plus de 3 ans, et la sardine, une dizaine d'années. Ce sont des petits poissons d'une dizaine de centimètres, et qui se reproduisent dès la première année, avec une mortalité naturelle qui est assez importante et qui dépend de leur reproduction. Parce que c'est des espèces qui ont une reproduction où ils misent tout sur la quantité, si on peut dire ainsi. Donc les femelles larguent des œufs dans l'environnement, et après, si elles viennent que pourra. C'est-à-dire que si ces œufs arrivent à être fécondés, que les larves se développent correctement, on arrive à avoir des sardines et des anchois, mais là, si l'environnement, la météo ou même la prédation s'en mêle, c'est plus compliqué pour cette population de sardines et anchois. Donc, en fait, c'est des espèces qui sont fortement dépendantes de cette période-là, qui elle-même dépend de l'environnement, en fait. Et pour finir, c'est des espèces à croissance très rapide au début de leur vie. C'est des poissons qui grandissent très vite, puis après, progressivement. D'une manière générale, pour information, un poisson, ça grandit à peu près toute sa vie, mais eux, ils ont vraiment une croissance rapide dès le début. Pour ce qui est de l'alimentation, qu'est-ce que ça mange un petit pélagique? Qu'est-ce que ça mange une sardine? C'est plutôt simple, hein. Ça mange du plancton. Le plancton, c'est tout un tas d'organismes microscopiques qu'on retrouve notamment dans la partie pélagique, donc en surface, qui flottent plus ou moins, pas tout le temps, mais et en fonction de si c'est végétal ou animal, à ce moment-là, on appellera ça du phytoplancton ou du zooplancton. Le phyto, c'est donc tout ce qui concerne des microalgues, ou en tout cas en partie, les microalgues en font partie. Et le zooplancton, c'est tout le plancton animal. Et donc, eux, les sardines comme anchois, soit ils filtrent l'eau et ils capturent passivement ces micro-organismes, soit ils les chassent pour les plus grosses, pour les plus gros d'entre eux. Mais donc, ça se nourrit de tout ça. Plancton, des œufs qu'ils peuvent trouver, des larves de petits crustacés, toutes ces choses-là, ça passe sous la dent de la sardine, si je puis dire. Comment c'est pêché, la sardine? Comment c'est pêché l'anchois? Plutôt simple. 2 techniques principales, je pense que vous les connaissez tous, mais on va les représenter rapidement. C'est pêché soit au chalut pélagique, soit à la seine tournante et coulissante. Donc pour le chalut pélagique, pour vous faire bref, c'est la figure du bas, en bas à gauche, chalut qui est donc tiré par un chalutier. Et donc c'est un filet en forme conique qui est remorqué par ce navire. Il est relié au bateau par 2 câbles, là, comme on voit avant les petites parties oranges, qu'on appelle des funes, câbles qui sont elles-mêmes reliés à ces parties oranges qui sont des panneaux qui ont pour but d'écarter en fait le chalut, donc de permettre une ouverture horizontale de cet engin de pêche. Et donc après, le chalut, lui, contrairement au chalut de fond que vous connaissez également, le chalut pélagique, lui, il est remorqué en pleine eau. Avec, sur la partie antérieure du chalut pélagique, généralement des cordages ou des très grandes mailles, de manière à rabattre les bancs de poissons
vers la partie postérieure. Donc ça, c'est pour le chalut. L'avantage de cette technique de pêche, c'est surtout lié aux espèces que ça cible, mais c'est une très bonne sélectivité du fait que ça pêche des espèces qui vivent en banc, donc c'est des paquets de poissons de la même espèce. Donc si on veut pêcher de la sardine et qu'il y a un tas de sardines, c'est quand même plus simple en termes de sélectivité de ne choisir que celle-là. Autre avantage de cette technique de pêche, comme vous voyez, vu que c'est en pleine eau, ça n'a pas d'impact avec les habitats marins. L'inconvénient du chalut pélagique, c'est qu'il est confronté à des captures accidentelles, notamment des cétacés qui viennent se nourrir de sardines et d'anchois à l'intérieur de ces chaluts. Voilà, donc ça c'est un des inconvénients scientifiques et professionnels, et ça pourra très bien faire un jour l'objet d'un autre webinaire, mettre en place des projets qui sont aussi soutenus par France Filière Pêche, pour tenter de réduire ces interactions et de ne plus capturer de mammifères marins. Autre que le chalut pélagique, on a la scène tournante et coulissante, aussi appelée bolinche, qui permet de capturer ces petits pélagiques. Donc, ces scènes, comme on voit en haut sur le graphique, c'est des grands filets rectangulaires, en somme, qui peuvent mesurer jusqu'à 1 km de long et 100 mètres de large, entre guillemets. Et donc, la partie supérieure flotte. La partie supérieure est maintenue à la surface grâce à des flotteurs et le bas est lesté. Donc, en fait, le concept, c'est d'encercler les bancs de poissons qui ont été repérés pour les enfermer par la suite dans le rectangle et fermer le bas de ce filet pour réussir à capturer le banc au total. L'avantage de cette technique, là, c'est comme à peu près le reste, mais ça dépend, c'est surtout lié à la biologie des espèces, c'est très sélectif. Du fait qu'on capture des espèces en banc. Ça permet d'avoir du poisson de bonne qualité, parce que comme on va le voir sur la vidéo suivante, c'est du poisson vivant qui est directement transféré à bord. Et c'est des opérations qui se passent proches de la surface et donc qui n'ont pas d'impact sur les habitats marins. L'inconvénient de cette technique, s'il y en a un, c'est une technique qui ne se pratique pas trop par mauvais temps, du fait qu'au moment où ils encerclent, après, ils doivent ramener l'intégralité du filet sur le bateau. Et comme vous voyez, ça fait beaucoup de filets à remonter. Et donc, par gros temps, c'est des opérations qui ne sont pas possibles. Donc, on va le voir tout de suite sur la vidéo suivante pour illustrer cette pêche à la Seine, comment ça se passe. Donc, comment ça se passe? Là, on est en Méditerranée. Donc, ce n'est pas directement un seineur, mais ça permet, pour les sardines, mais ça permettra tout à fait d'illustrer la chose. Donc là, ce qu'on voit, c'est le filet, la Seine, tout en noir avec les flotteurs jaunes. Pour la sardine, il n'y a pas ce petit bateau généralement qui permet de faire le point d'ancrage pour, par la suite, comme vous voyez en haut à droite de la vidéo, encercler le banc qui a été repéré à l'avance. Sur la pêche à la sardine et aux anchois, ce point d'ancrage n'est pas fait avec un bateau. Enfin, après, ils arrivent à encercler. Une fois qu'ils arrivent à encercler ce banc-là, là, on peut voir sur la vidéo, il y a un grand câble qui s'appelle une coulisse, qui permet, pour éviter que le poisson s'échappe par le bas, vu que c'est un rectangle qui l'entoure, on referme la Seine lors d'une opération qu'on appelle l'opération de boursage, en tirant sur cette coulisse, de manière à refermer le filet et, comme on le voit, finir avec toutes ces belles sardines dans la Seine qui seront transférées donc directement de la Seine au bateau pour ensuite après être vendues. Alors là, c'est un saut parce qu'en fait, c'est des images prises pour une expérimentation scientifique, mais sur l'image précédente, vous aviez l'image de cette grande épuisette. Là, ça, c'est ce qui est utilisé par les professionnels, qu'on appelle une salabarde, pour transférer les poissons directement de l'eau au bateau. Pour ce qui est du panorama de la pêche, rapidement des petits pélagiques. Les petits pélagiques, qu'est-ce que c'est en termes de débarquement? Ça représente, pour la sardine, en tout cas, 6% des débarquements français, pour un total de 25 millions d'euros en valeur annuelle. Pour l'anchois, c'est un peu moindre, mais c'est parce que les débarquements sont moindres, quasiment 1% des débarquements français. Enfin, l'anchois représente 1% des débarquements français pour 4 millions d'euros. Donc, c'est assez important quand même. C'est 70 navires qui travaillent ces espèces-là, quasiment 2% de la flotte métropolitaine française. Et ça, je ne vous apprends rien. La sardine, c'est quand même un poisson qui est très prisé par les conserveurs. Par exemple, en 2020, la filière conserve, ça représente quasiment 2500 emplois. Et en 2020, 60% des apports de sardines des conserveurs français provenaient de la pêche française.
Donc espèce qui concerne un nombre de navires important et une filière fortement basée là-dessus, aussi bien sardines qu'anchois. Maintenant qu'on a fait à peu près le tour et qu'on est à peu près au clair sur ce que c'est qu'une sardine, comment ça se pêche et l'importance de cette filière pour la France, je vous propose qu'on passe aux 3 projets qui vont nous permettre de comprendre le fonctionnement de la filière, de la ressource au marché, en passant par l'impact de l'environnement sur ces petits pélagiques. Le premier projet, si je peux l'appeler projet, mais en fait c'est plutôt une campagne et auquel est adossé un projet, le projet Pelgas Pro, mais la campagne océanographique Pelgas qui est portée par l'IFREMER, va nous être présentée par Mathieu Doré, qui est chercheur en écologie à l'IFREMER et aussi accessoirement le chef de la mission Pelgas. Débutons sans plus attendre la présentation quand même de cette campagne iconique qui est la campagne Pelgas. Et donc, Mathieu, est-ce que je vais te passer la parole, mais est-ce que tu peux nous présenter rapidement en quelques mots ce que c'est qu'une campagne océanographique et notamment qu'est-ce que c'est que cette campagne Pelgas en lien avec les petits pélagiques? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Cette campagne Pelgaz, elle a 2 objectifs. Elle a débuté en 2000, donc on commence à avoir pas mal de recul. L'objectif premier de la campagne, c'était d'estimer la biomasse des petits poissons pélagiques dans le golfe de Gascogne, donc sur la façade atlantique française. Donc ça, c'était le premier objectif, mais comme les petits poissons pélagiques sont très dépendants de leur environnement, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas simplement suivre ces populations, mais qu'il fallait suivre également tout l'écosystème pélagique du Golfe pour comprendre les évolutions des populations de petits poissons pélagiques. Donc, c'est ce qui a donné naissance très rapidement au deuxième objectif de la campagne, qui est de surveiller tout l'écosystème pélagique avec un focus particulier sur les petits poissons pélagiques. Tout ça, bien sûr, dans l'optique de fournir des données scientifiques pour la gestion des pêches, donc pour évaluer les quantités notamment de sardines et d'anchois dans le golfe de Gascogne et de fixer en conséquence des quotas de pêche dans cette zone. Ok, donc tu nous as dit que ça permettait d'estimer ces petits pélagiques. Mais si j'arrive pas à passer les slides, ça va moins marcher en termes de transition. Et donc, en fait, ça se passe quoi? Parce que c'est une campagne annuelle et ça demande quand même beaucoup de temps et de moyens, notamment. Vous partez quasiment un mois en mer pour évaluer ça? Oui, tout à fait. On part environ un peu plus d'un mois en mer, toujours à la même période. Donc, c'est au printemps, c'est au mois de mai, parce que les espèces qu'on cible, notamment l'anchois et la sardine, se reproduisent à cette époque. Donc, ils sont concentrés dans le golfe de Gascogne, ce qui permet de les compter plus facilement. Donc, c'est un peu plus d'un mois de mer, à peu près 1800 milles nautiques en continu, qui sont échantillonnés de jours. Donc, c'est une campagne qui est cofinancée par l'Europe, par IFREMER et par FFP pour la partie accompagnement professionnel, dont je parlerai tout à l'heure. C'est une campagne qui est coordonnée au niveau européen avec d'autres scientifiques européens pour appliquer les mêmes méthodes et donc évaluer les anchois et les sardines de la même façon sur toute la façade atlantique européenne. C'est une campagne qui est intrinsèquement pluridisciplinaire. Il y a 23 scientifiques à bord qui sont répartis en 4 équipes, donc qui travaillent 24 heures sur 24. Donc, ce sont des scientifiques essentiellement d'IFREMER de l'Université La Rochelle, qui sont également accompagnés de pêcheurs professionnels. Donc, vous pouvez voir sur la figure en bas à gauche un peu toutes les opérations qui sont réalisées pendant la campagne. Donc, il y a une grosse différence entre ce qu'on fait de jour et de nuit. Donc, à gauche est représenté les opérations de jour. Donc, on enregistre des données acoustiques à partir du bateau de recherche qui est la Thalassa. La Thalassa réalise des chalutages pélagiques pour identifier les bancs de poissons, les échos acoustiques qu'on a enregistrés. Et on est également accompagné par une paire de chalutiers pélagiques qui réalisent des pêches pour identifier les échos, les bancs acoustiques et nous transfèrent ces données. Donc, les pêcheurs participent complètement au processus d'évaluation de ces espèces.
De jour, on fait également des observations de la mégafaune, donc des oiseaux marins et des cétacés qui se trouvent autour du bateau, qui sont comptés. Et on pompe également de l'eau en continu en surface pour compter les œufs d'anchois et de sardines qui se trouvent dans cette eau, qui est une autre façon d'estimer la quantité d'anchois et de sardines qui se trouvent dans le golfe. Donc on combine ces deux approches, l'une par acoustique et pêche et l'autre par les œufs pour estimer la biomasse de ces espèces. Et la nuit, on réalise des relevés surtout hydrologiques, donc température, salinité, ce genre de paramètres, et également des pêches de plancton, puisque comme Alexandre vous l'a précisé, les petits poissons pélagiques se nourrissent de plancton, donc c'est important de connaître la distribution de leur proie également. Ok, et tu viens de nous dire là qu'il y avait deux méthodes, plus ou moins vous croisiez les deux, les œufs et l'acoustique, pour essayer d'estimer cette ressource. Et effectivement, ça ne paraît pas limpide pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, parce qu'a priori, on ne voit pas ou mal sous l'eau. Donc, la première technique, c'est ce que tu dis, c'est l'acoustique qui vous permet de compter, si on peut faire si on peut dire sommairement, les poissons. C'est ça? Mais vous y prenez comment, en fait? Alors, l'acoustique sous-marine, donc c'est basé sur l'utilisation d'appareils qu'on appelle des sonars ou des sondeurs. Donc, c'est des appareils qui envoient des ultrasons dans l'eau, qui sont pas audibles par les poissons, et donc qui permettent d'avoir, c'est un peu comme une échographie du milieu marin. On a vraiment une image du milieu pélagique sous le bateau. Donc, le bateau avance, il émet des ultrasons, et donc ça permet de découvrir en fait tout ce qu'il y avait sous le bateau quand il est passé, et notamment les bancs de poissons. Donc vous voyez la bande rouge qu'on voit en bas de l'image, c'est le fond de la mer, donc qui est détecté bien sûr par le sonar, mais également toutes les taches un peu vertes et bleues qui se trouvent au-dessus, ce sont des bancs de poissons, de petits poissons pélagiques qui ont été détectés par le sondeur. Donc, ça permet de détecter, d'estimer précisément la densité de ces bancs, leur position, et également leur composition en espèces quand on a une bonne connaissance de la zone. Et en fait, toutes ces données acoustiques sont intégrées dans des cellules. Euh, Si tu avances encore un peu, voilà. Donc ensuite, l'image acoustique est divisée en grandes cellules comme ça, et puis on fait la moyenne de la densité acoustique dans chacune de ces cellules. On réalise des chalutages pour identifier la composition en espèces, en taille, en âge des poissons qui ont été observés par acoustique. Et en combinant donc les données acoustiques et les données de chalutage, ça nous permet d'évaluer précisément la biomasse de de ces petits poissons pélagiques. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une image acoustique en 3 dimensions d'un banc d'anchois qui a été observé pendant la campagne Pelgaz. Donc vous voyez que on a une image très fine et en 3 dimensions de ces bancs, ce qui nous aide notamment à estimer l'espèce qui compose ces bancs. Et donc, outre la vision acoustique, soit vous arrivez à déterminer directement l'espèce, soit, comme tu disais, en fait, vous réalisez des pêches au moment où vous le voyez apparaître à l'acoustique pour essayer de savoir et relier directement ce qu'il y a dans l'eau avec ce que vous voyez à l'écran. Oui, tout à fait. Donc, ces pêches sont encore indispensables pour obtenir la composition en espèces des bancs, mais également en taille et en âge, puisqu'on extrait des pièces osseuses, les otolithes des poissons qui permettent de connaître leur âge. Donc ces pêches sont extrêmement importantes et sont réalisées à la fois par le navire de recherche Thalassa, mais également, comme je l'ai dit, par 2 navires de pêche professionnels qui nous accompagnent pendant une vingtaine de jours pendant la mission. Et donc, on se partage les pêches d'identification entre les navires de pêche professionnels et le navire de recherche. Donc, c'est une collaboration qui est vraiment exemplaire, qui date depuis presque 15 ans maintenant. Ça nous permet d'avoir plus de pêches d'identification, donc d'augmenter la précision des résultats qu'on fournit pour la gestion des stocks. Ça nous permet également d'avoir un dialogue quotidien, en permanent avec les pêcheurs professionnels. Donc,
on a un bien meilleur diagnostic commun, un partage de connaissances qui a beaucoup amélioré les relations avec les pêcheurs professionnels. Donc là, c'est un exemple de l'amélioration de la précision des indices de biomasse qu'on fournit sur ces espèces. Donc les barres, de gauche là, qui sont un peu bleues, ce sont la précision des indices avec les pêches professionnelles, et la barre rouge, c'est sans les pêches professionnelles. Donc on voit que la participation de ces pêcheurs améliore la précision des indices qu'on fournit. Et de plus, il y a une augmentation marquée de la biomasse, notamment de l'anchois, depuis 2010, ce qui nécessite encore plus de pêche d'identification pour avoir une bonne confiance dans les indices qu'on fournit. Donc, dans ce contexte, la participation des professionnels est encore plus intéressante, en plus de la communication et du diagnostic partagé qu'on obtient à la fin de la mission en travaillant ensemble en mer. D'accord, donc ouais, donc c'est vraiment, ça permet de compléter tout ce que vous faites et d'apporter toujours plus d'informations pour être toujours de plus en plus précis. Ouais, Euh, tout à fait, c'est ça. donc comme tu disais, c'est une campagne annuelle, hein, parce que tous les ans, il faut réévaluer la biomasse en sardines et en anchois. Donc ça, c'est une campagne qui a eu lieu. Donc, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, et notamment sur les résultats de la campagne de cette année? Alors, je sais que le groupe de travail officiel des scientifiques pour déterminer les indices d'abondance précis se tient en ce moment. Donc, à 2 jours près, on a toujours la confidentialité du chiffre final, mais au moins sur les ressentis de cette campagne et de ce qu'il en est à peu près de l'année 2021 pour les sardines et les anchois. L'année 2021 était une très bonne année pour l'anchois. On a eu des biomasses très au-dessus de la moyenne, mais avec des poissons qui étaient de plus en plus petits. Bon, on en reparlera après. La biomasse de sardines était autour de ce qu'on observe en moyenne dans la zone, mais avec là, encore une fois, une quantité, beaucoup de très petits poissons, donc ce qui est handicapant pour la filière. On en reparlera également tout à l'heure. Ok. Dernière question, en fait, c'est un peu le et maintenant, parce que tu disais que c'est une campagne qui a débuté déjà il y a quelques temps, elle a même fêté ses 20 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, avec 20 ans de recul, est-ce que le fonctionnement de cette campagne, il est optimal, ou est-ce que vous pensez le faire évoluer, ou est-ce qu'à terme, les sardines et les anchois, on continuera à les compter comme ça à l'acoustique Je sur les pense évolutions potentielles? que cette mission a été un peu une mission pionnière de l'approche écosystémique qu'on pouvait avoir dans une campagne. Dès le début, dès les années 2000, on a essayé de collecter le plus d'informations possible sur tout l'écosystème. Et en fait, on se rend compte de la valeur de ces séries de données longues aujourd'hui, parce que, par exemple, avec la diminution de la taille de l'anchois et de la sardine, ça a été mis en évidence grâce aux données de campagne, parce qu'on avait une série de 20 ans, donc on était sûr de ce qu'on avançait. Et il y a tout un tas de données qui ont été collectées pendant ces 20 ans, qui étaient utilisées, mais qui ont pu être réutilisées justement pour mieux comprendre la diminution de taille des anchois et des sardines. Et dans le contexte actuel de dérèglement climatique, on s'attend à encore plus de changements. Donc ça renforce vraiment la nécessité d'avoir des observations à la mer chaque année, pour vraiment suivre le système qui est en train de changer de plus en plus rapidement. Ok, merci beaucoup, merci pour cette séquence, Mathieu. Déjà, dans un premier temps, qui nous a permis de montrer comment vous comptiez les poissons, et également l'apport de ce partenariat qui permet, au travers dans ces travaux d'évaluation, qui permet de le rendre toujours plus précis, et également, comme tu viens de le compléter, en fait, l'importance fondamentale de l'acquisition de connaissances sur long terme, qui permet justement d'anticiper et nous permet a posteriori de comprendre tous les processus, ou en tout cas une partie des processus qui se passent pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Tout à fait, merci beaucoup. Merci.
Donc là, avec Pelgas, on a pu comprendre comment la ressource est étudiée. Donc maintenant, on va passer au projet Mona Lisa, qui est un projet qui va nous permettre de comprendre le rôle de l'environnement sur ces petits pélagiques. Ce projet Mona Lisa, il est porté par l'IFREMER en partenariat avec l'Université Pierre et Marie Curie et l'AMOP, qui est l'Association méditerranéenne des organisations de producteurs, constituée de la Saton et de l'OP du Sud. Et ça va nous être présenté par Jean-Marc Fromentin, chercheur en écologie halieutique également à l'IFREMER. Et ce projet, sans vendre la mèche tout de suite, mais ce projet, c'est la suite d'un autre projet qui s'appelle Écopelgol, qu'on peut même en dire que c'est presque une enquête scientifique sur le mystère à l'époque qui était pourquoi ces sardines ont disparu. Donc, le contexte montre qu'elles ont vraisemblablement pas disparu, si c'est bien ça, Jean-Marc. Mais est-ce que tu peux revenir rapidement dessus, un peu sur l'historique de ce contexte qui vous a amené à travailler justement sur, notamment là, ça va être sur la sardine, et qui nous amène après à Mona Lisa. Bonjour à tous, bonjour Alexandre. Oui, une enquête, ouais, c'est un peu le bon mot parce que il y avait un peu de ça, mais d'ailleurs, il y a toujours un peu de ça dans les activités d'écologie, il y a toujours une question d'enquête. Et là, c'était la conjonction d'observations de pêcheurs qui, depuis quelques années, qui nous ont alertés dans les années, au tout début des années 2010, on dirait, qui depuis 2 ans, à peu près 1 an, 2 ans, ont commencé à avoir des problèmes à trouver de la grosse sardine. Alors, la sardine, c'est saisonnier, hein. Il y a des saisons au printemps, on trouve plutôt de la petite sardine en Méditerranée, et puis on va trouver plutôt de l'adulte et des grosses sardines en fin d'année, dans certaines zones, par exemple dans le coin dans le secteur de Port-Vendre. Mais là, ça faisait la 2e année qu'il rencontrait, il ne retrouvait plus de grosses sardines, et on se demandait pourquoi, parce que ce n'est pas une question d'habitude. Et vous voyez sur la courbe de la sardine, la courbe bleue, que ça a été assez drastique puisque on pêchait encore en 2006, 2007, 2006, 14 000 tonnes de sardines. Et en 2010, 3-4 ans plus tard, on va en pêcher plus que 1 000 tonnes. Et depuis 2010, on en pêche effectivement plus que 1 000 tonnes. Et je crois que même sur les dernières années, c'est moins que ça, on est à 350 tonnes. C'est-à-dire qu'on a quasiment arrêté de pêcher la sardine. Donc, pourquoi ça? Effectivement, la première question à se poser, c'est est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce qu'il n'y a plus de sardines? Et donc, on a fait un premier projet. Donc, du coup, les pêcheurs nous ont alertés et on a monté un projet FFP à l'époque. Ça devait être en 2014 avec Claire Sarraud, hein, qui aurait pu présenter ça, mais Claire est partie d'Ifremer, donc c'est moi qui m'y colle. Mais Claire Sarraud a été motrice dans ces projets-là. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passait, parce qu'on sait que les poissons petits pélagiques, tu n'en as pas beaucoup parlé, Alexandre, avant, mais c'est des stocks qui fluctuent énormément. Tu en as un petit peu dit, mais on a des grands stocks mondiaux. L'anchois du Pérou, tout le monde connaît, hein, ça peut aller jusqu'à 7-8 millions de tonnes par an de pêche juste sur une espèce le long des côtes du Chili et du Pérou. Et certaines années, un groupe d'années, ça peut s'effondrer, on n'empêche même pas 500 000 tonnes. Donc, c'est des stocks qui fluctuent et on sait que c'est lié à la reproduction. C'est ce que tu expliquais un petit peu avant, Alexandre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas un bon match avec l'environnement. Les larves meurent en masse et il n'y a pas de jeunes sardines, de jeunes recrues. Et on pensait que c'était ça au départ. Et puis, les pêcheurs nous ont dit non, on en voit, mais elle est toute petite. Et donc, on s'est dit, il fallait qu'on fasse l'enquête, justement, et qu'on aille voir qu'est-ce qui se passait. Et effectivement, on s'en est aperçu qu'il y avait toujours autant de sardines en nombre, c'est-à-dire l'abondance. Il y en avait peut-être même un peu plus qu'avant. Mais la grande différence, c'était qu'elle était beaucoup plus petite. Et si elle était plus petite, c'était à la fois, et ça on a fait grâce à des travaux de thèse, une faible croissance, c'est-à-dire que les sardines grandissaient moins vite et qu'on n'avait plus les plus gros et plus grands individus. Parce que comme tu l'as dit, Alexandre, les poissons ont tendance à grandir tout le long de leur vie. Alors, ils grandissent, les petits pélagiques grandissent très vite au début, mais ils grandissent à peu près tout le long de leur vie. Donc, ça fait que les grosses sardines, en gros, c'est des sardines qui ont 3, 4, 5 ans en général. Et si on n'a plus ces individus âgés, on n'a plus de grosses sardines. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a des sardines qui grandissent moins vite, qui sont plus petites parce que les gros individus, les plus âgés, ont disparu de la population. Et en plus de ça,
à âge égal et à taille égale, ils sont plus maigres. C'est-à-dire on parle de conditions, ils ont un indice de condition moins fort. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur des sardines qui ont perdu 20% à peu près de leur poids à leur taille égale, à taille égale. Et donc, de ce constat, en fait, né de l'alerte des professionnels et après de ce constat là, sur ces différentes évidences, c'est là que vous avez monté le projet Copel Gold pour essayer de comprendre les causes de pourquoi plus nombreux, pourquoi plus maigres, et en fait commencer à prendre toutes les pistes de l'enquête, si je puis dire. Oui, absolument. Ouais, parce que ça nous intriguait pas mal, parce que c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'on savait que ça pouvait fluctuer, mais par des changements d'abondance, mais non pas ça fluctuait par des changements de taille et disparition des individus les plus âgés. Donc, on s'est posé tout un tas de questions. Les pêcheurs étaient persuadés que c'était à cause du retour du thon. Comme vous savez, le thon rouge se nourrit une partie de son cycle dans le golfe du Lion, qui est une zone de nourricerie bien connue, où il se nourrit justement des sardines et des anchois, entre autres choses, mais l'anchois étant son plat favori, la sardine étant un de ses plats aussi favoris. Et donc, cette espèce qui était surpêchée, il y a eu tout un plan de gestion, ce qui fait que le thon revient, et le thon est plutôt en bonne condition. C'est une population qui est en train de se reconstituer pleinement. Et donc, du coup, reprédate de manière plus importante, notamment dans le golfe du Lion. On a regardé si ça pouvait être ça. Et là, on est certain que ce n'est pas lié au thon. Le thon impacte au maximum, pour les meilleures années, 2% de la population d'anchois et moins de 1% de la population de sardines. Et en plus, le thon prédate toutes les tailles. C'est-à-dire qu'il ne vise pas que les gros poissons, il mange même plutôt des petites sardines et des petits anchois, probablement parce que c'est plus facile à attraper. On a regardé du côté des dauphins, même constat, c'est encore plus faible, c'est moins de 1% de prédation des populations de dauphins, qui sont pourtant importantes dans le golfe du Lion. Mais même ces populations importantes prédatent assez peu, parce que les populations d'anchois et sardines sont assez nombreuses. Ce n'est pas une question de surpêche non plus, ça on a pu le montrer. On a pu avoir des niveaux de pêche importants sur les sardines et les anchois au milieu des années 90. Mais après, on est rapidement passé à des niveaux des taux d'exploitation qui étaient inférieurs de 20%. Donc, c'est-à-dire qu'on pêchait moins que 20% de la totalité de la population, ce qui sont des taux qui sont connus pour ne pas impacter fortement les populations. Et on a eu même des pics de population au milieu des années 2000, 2005-2006 pour la sardine, alors qu'on était à des niveaux de pêche qui étaient bien plus faibles. Donc, ce n'est pas la surpêche. On a regardé après les questions des maladies. Donc, c'était vraiment une question d'enquête parce qu'on a des questions d'épisodie. Les poissons, comme les mammifères, comme les êtres humains, sont susceptibles d'être impactés par des virus, des bactéries, des parasites. Vous avez tous vu déjà des parasites sur les branchies de poissons. Ça, c'est les gros parasites qu'on voit, mais il y a aussi des parasites internes, intestinaux, stomacaux, etc., qui peuvent avoir des impacts assez forts. Des virus, des rétrovirus notamment, des bactéries comme Tennessee-Baculum. Enfin, il y a tout un tas de choses. On a regardé et on n'a rien retrouvé, si ce n'est des coccidies au niveau des foies, mais qui ne semblent pas avoir perduré. Donc, on est à peu près sûr que la cause n'est pas des questions de maladie. Et donc, l'hypothèse principale, on en était arrivé là avec la fin des Copel Gold, c'est que l'origine de cette mauvaise condition et de disparition des gros poissons chez la sardine et aussi un peu chez l'anchois venait de son alimentation et du plancton en particulier. Mais on n'avait pas pu le tester au travers du projet Copel Gold, d'où le projet Mona Lisa qui était financé par le FEAMP et cofinancé par le FFE. Voilà, donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, un certain nombre d'hypothèses ont été écartées. Là, l'hypothèse est là. Et donc maintenant, il faut aller essayer de comprendre ce qui se passe sur cette hypothèse et pourquoi c'est celle-là et d'où ça vient. C'est ça. Et donc le Mona Lisa, le but, c'est de tester ça. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce qu'il en est des hypothèses et des liens que vous avez testés? Oui, parce que donc on avait cette hypothèse, mais d'une part, on voulait, comme tu dis, on voulait la valider, on voulait s'assurer effectivement d'apporter plus d'éléments pour voir si c'était bel et bien ça. Et après, comprendre un peu les mécanismes du pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du plancton, comment ça se fait que ça affecte, si le plancton a changé, comment ça se fait que ça affecte les populations de pélagiques et notamment de sardines à ce point-là. Donc pour ça, on a regardé un petit peu les données in situ, comme l'a expliqué juste avant
Mathieu, c'est-à-dire qu'on a été en mer pour essayer de regarder un petit peu le plancton. Alors, on avait un problème quand même, et ça, c'est un problème sérieux qu'on a, c'est qu'en Méditerranée, mais c'est un peu vrai sur toutes les mers et toutes les façades, c'est qu'on a peu de suivi en continu du plancton, parce que c'est quelque chose qui est compliqué à suivre, sauf à partir du Continuous Plankton Recorder en mer du Nord et Atlantique Nord. Mais dans pas mal de zones, y compris en Méditerranée, on a peu de suivi. Donc, on a des données assez éparses. J'y reviendrai parce que j'en parlerai un peu pour les contenus stomacaux après. Mais du coup, on s'est dirigé pour regarder plutôt les questions d'environnement physique et notamment des variables environnementales, que ce soit de courant, de vent au niveau atmosphérique, de production planctonique, toutes ces variables physiques qui affectent la production planctonique. Parce qu'on s'est dit, on va regarder si ces variables physiques bougent, et si elles bougent, il y a probablement des grandes chances que la production planctonique bouge. N'ayant pas d'informations en fait sur la nourriture, c'est comment détourner la question pour essayer de comprendre les causes de variation de cette nourriture. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on a regardé ça. Et donc, on a regardé cet ensemble de variables. Voilà, vous les voyez là. Donc, on a ce qu'on appelle la SSC, c'est la température. La stratification de la masse d'eau, c'est est-ce qu'on a une stratification, vous savez, avec l'ensoleillement et la montée de la chaleur, l'eau se stratifie, c'est assez important en Méditerranée. Et ça a des implications sur la production planctonique. On a pu regarder à partir des images satellitaires donc la température, mais aussi la quantité de chlorophylle, c'est de la production primaire, donc toutes ces microalgues qui sont à la base de la chaîne alimentaire dans l'océan. On a regardé le débit du Rhône et des apports en nutriments qu'on appelle NEP, c'est phosphore et nitrate, qui sont extrêmement importants parce que le Rhône est le principal force externe qui vient enrichir le golfe du Lion et toute la Méditerranée nord-occidentale. Après, on a regardé des indicateurs comme les upwelling, qui sont plutôt des indicateurs de courant sur la verticale, et puis aussi les convections, pareil, et puis aussi des indicateurs atmosphériques généraux comme le WEMO. Et là, vous voyez les courbes sur 30 ans, sur les 30 dernières années de ces différentes variables. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des changements importants, notamment dans la quantité de phytoplancton, de production primaire, qui semble baisser de 15% à partir du milieu des années 2000. À côté de ça, on a d'autres variables comme les upwelling et les fronts thermiques qui augmentent. Et l'autre point qui est important, c'est qu'on a une diminution des apports en nitrate et en phosphate par le Rhône. Et ça, on sait que c'est ce qui va impacter la production de la chlorophylle. On a essayé de regarder donc si par rapport à chacune de ces variables, si on avait des liens avec la condition des sardines, l'abondance des sardines, les biomasses des sardines, etc. On n'a trouvé aucune liaison. Et donc, quand on prend une seule variable comme ça externe, on ne trouve pas de liaison. Mais par contre, si on mélange l'ensemble de ces variables, voilà, c'est cette courbe rouge. C'est-à-dire que si on regarde l'environnement de manière synoptique complète, multivariable, et qu'on ne regarde pas une variable par une variable, on voit que cet environnement a beaucoup changé. Et il a beaucoup changé, vous voyez, cette courbe rouge, à la fin des années 2000, elle change d'état, on passe d'un état plutôt positif à un état négatif. Et on voit que les populations, les conditions d'esprat, des sardines et des anchois suivent à peu près la même courbe. Donc on pense qu'effectivement, on a eu un changement environnemental assez important au cours des 30 dernières années dans le golfe du Lion qui a affecté la production planctonique en changeant à la fois la quantité, mais aussi probablement la qualité, en allant vers des tailles de plancton plus petites et potentiellement moins énergétiques qui ont affecté après la condition des sardines et des anchois. Donc en fait, il n'y a pas une cause un peu unique qui serait l'eau est plus chaude et c'est vraiment ça qui fait que le plancton meurt en fait. Et donc, il n'y a pas sur les variables que vous avez regardées, il n'y a pas un point où on dit tiens, c'est ça, c'est à cause du Rhône ou c'est à cause de la température. Et en fait, ce serait plus une espèce de phénomène conjoncturel qui tire tout ça vers un point de rupture d'équilibre, entre guillemets, qui fait que l'environnement au global évolue, petit point par petit point, variable après variable, ça bouge. Et le changement tout global de ce mouvement-là fait que ça impacte directement l'alimentation et donc ces petits pélagiques. Oui, exactement. Et c'est ça, c'est un ensemble de variables. C'est-à-dire que le débit du Rhône, on sait qu'il impacte très fortement et on sait que c'est lui qui est le principal facteur de
de la quantité de phytoplancton sur le golfe du Lion, mais ça ne suffit pas à expliquer le changement sur les petits pélagiques. Il faut que pour ça, il faut ajouter le changement de température, il faut ajouter le changement de la stratification de la masse d'eau, des courants sur la verticale et des changements atmosphériques, et notamment de vent dans la zone. Et c'est que lorsqu'on mélange l'ensemble de ces variables-là que l'on voit un signal environnemental qui semble aller expliquer les changements qu'on note sur la condition et la biomasse des sardines anchois et sfra dans la zone. Donc, c'est un phénomène multivarié. Ça nous aurait arrangé que ce soit univarié, ça aurait été plus simple à expliquer, d'une part, et puis ça aurait été plus simple aussi à mettre en relation avec les évaluations de stock. Là, on est dans une situation où ça va être un petit peu plus compliqué, et c'est parce que c'est multivarié et que c'est long dans le temps, puisque finalement, c'est une situation qui perdure depuis 2010, hein, donc ça fait plus de 10 ans, qu'on soupçonne en partie que ça soit des changements environnementaux globaux qui sont peut-être liés au changement climatique. Mais ça, j'y reviendrai en conclusion. D'accord. Donc, ce changement global affecterait les conditions des sardines, qui dit conditions d'inourriture. Mais comment vous vous êtes allé, pour aller plus loin et pour comprendre en quoi l'alimentation affecte les sardines, vous êtes un peu passé à l'étape 2, en fait, où là, vous avez dû aller tester par des manips en laboratoire avec des sardines vivantes pour à peu près regarder ce que l'effet de la nourriture avait ce que la nourriture avait comme effet sur ces sardines. Voilà, et sur les processus, notamment sur ce qu'on appelle, nous, les traits de vie, c'est-à-dire la croissance, la survie, la taille aux âges, etc. Donc, c'est là qu'on a fait une collaboration avec les pêcheurs de Méditerranée, notamment la scène tournante. C'est ce qu'on va voir dans le film là, normalement, voilà. Et c'est ce qu'on avait vu au tout début aussi, hein, c'est un extrait de ce film, c'est-à-dire que nous, l'idée, c'était d'aller chercher des sardines pour après les acclimater en bassin, pour pouvoir faire ces expériences sur la quantité et la taille de nourriture qu'on leur donne, pour voir comment elles croissent, comment elles survivent et comment leurs conditions corporelles répondent à ces changements de nourriture. Donc, ce qu'on a fait, on a été pêcher à peu près entre 500 et 1000 sardines, qu'on en a gardé vivants à bord, qu'on a transporté dans des bassins aussi oxygénés en bateau à la station de Palavas-les-Flots. Entre Palavas et Fontignan, il y a une vingtaine de kilomètres, il n'y a pas loin. Et après, de ces bassins-là, on les a transposés. Vous voyez, c'est Claire, justement, qui est une responsable de ce projet-là, que vous voyez au premier plan. On les a mis dans des bassins pour pouvoir faire ces expériences. Et ça, l'idée, c'était de tester la quantité et aussi, surtout, ce qu'on appelle, nous, la qualité, mais c'était surtout la taille. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on sait que le plancton, maintenant, il est plutôt, il est plutôt dominé sur les tailles petites entre 100 microns et 400 microns, c'est-à-dire entre 0,1 et 0,4 mm, alors qu'avant, il était plutôt sur 1 mm à 1,2 mm. Donc, on leur a donné des aliments de cette taille-là, pendant deux types de quantités, quantité grande et quantité petite. Et là, ce que vous voyez, c'est que pour suivre ces sardines-là, on a marqué chaque sardine avec une micro-puce pour pouvoir les identifier chacune. Comme ça, on avait un numéro et chaque sardine avait son propre numéro, ce qui fait qu'on pouvait suivre sa croissance individuelle au cours du temps. Ces manips ont duré 7 mois. Donc, il y a 8 bassins. Donc, on a deux types de traitements sur les tailles, petite taille, grande taille, de plancton, en quelque sorte, mais c'est des tailles alimentaires qu'on leur a données, et petite quantité, grande quantité. Donc, on a suivi ces 8 bassins. Donc, on a 4 bassins qu'on a répliqués chacun une fois pour faire des moyennes et puis être un petit peu plus sûr de nos résultats. Et vous voyez les résultats qui sont là. Alors, ces résultats que l'on voit là, donc en bleu, c'est les sardines qui ont été soumis au meilleur régime, au régime grande quantité et grande taille, 1,2 mm. Et vous voyez qu'elle grandissait la courbe du haut, la taille, elle la grandisse très vite. Et si on regarde les courbes du bas, c'est la condition corporelle, on voit qu'on a réussi à les maintenir à un niveau de condition corporelle supérieur à 1 pendant toute la manip, ce qui est un niveau de condition corporelle supérieur à ce qu'on avait avant 2008, avant l'effondrement, c'est-à-dire avant quand ça se passait bien. Un indice corporel moyen pour une sardine, tel qu'on l'a calculé là, c'est vers 1 à 1,1. Donc là, on est sur le niveau d'indice corporel très bon. Si on regarde maintenant les sardines qui étaient exposées aux régimes alimentaires les moins favorables, en rouge, petite quantité
petite taille. Vous voyez que non seulement elles grandissent très peu en 7 mois, hein, elles sont passées de 120 à 125 mm, donc ça ne grandit pas vite. Et leur condition corporelle s'est littéralement effondrée et on arrive à des niveaux d'indice corporel de 0,8 qui sont très faibles. Donc, on reproduit ça. Donc, cette différence entre les bonnes conditions et les mauvaises conditions, et de voir qu'on est capable expérimentalement de rétablir une très bonne condition expérimentale des sardines, de leurs conditions en expériment, ça nous montre bien que le problème est alimentaire et qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, ça, c'était un des points intéressants. Et alors, le gros résultat, parce que celui-là, il nous a surpris, c'est qu'on s'est aperçu que finalement, dans nos expériences, la notion de quantité que l'on donne à manger ou de taille qu'on leur donne à manger est aussi importante. En gros, les sardines qui sont nourries avec des petits granulés, des aliments de petite taille, il leur faut 2 fois plus de quantité pour arriver à des mêmes niveaux de croissance et à des mêmes niveaux de conditions que celles qui sont nourries sur des aliments de grande quantité. Donc, on voit que la taille du plancton est probablement très importante. Ok, donc dans un premier temps, c'est rassurant, c'est-à-dire que ces sardines, quand bien même elles sont maigres, elles n'ont pas changé et il suffit de leur donner ce qu'il faut à manger et elles on pourraient retrouve les sardines regrandir et d'avant. regrossir. Donc ça c'est déjà le point positif. Et après, effectivement, il y a cet effet sur la longueur et la condition en fonction des traitements qui est assez surprenant. Mais vous l'expliquez comment, en fait? C'est-à-dire que… Ouais. Ouais, parce que ça nous a intrigués. On s'est dit, mais comment ça se fait? Parce que c'est pas normal. En plus, c'est-à-dire que quand on regarde sur le plancton, on soupçonne que le petit plancton est moins énergétique que le gros plancton, parce qu'il a moins de graisse, grosso modo. Alors là, on leur donnait des aliments qui avaient la même composition et donc la même quantité d'énergie. C'est simplement une question de taille. Donc on s'est dit, si on leur donne la même quantité en petit ou en grand, normalement, ils devraient grandir pareil. Mais ce n'est pas le cas. Et finalement, on s'est aperçu que c'est la sardine, c'est le comportement alimentaire de la sardine, la clé de cette affaire-là. C'est-à-dire que la sardine, et ça, on s'en est aperçu expérimentalement, et après, on a fait d'autres expériences pour calculer les niveaux énergétiques dépensés. Mais on s'est aperçu, lorsque la sardine se nourrit sur de petits aliments, elle filtre. Donc, en gros, elle ouvre la bouche, elle avale toute l'eau, et les particules sont retenues au niveau de ses branchies. Et après, elles sont conduites au niveau de son comme bol alimentaire. Lorsqu'elle a des quantités de grosse taille, de la nourriture de grosse taille, elle gobe, elle chasse littéralement, elle chasse à vue et elle chope la nourriture en la gobant. Et lorsqu'on a fait des expériences, on s'est aperçu que lorsqu'elles se nourrissent sur du gros aliments, en gros, pour un bol alimentaire qu'on leur donnait, c'était 10 minutes sur de gros aliments, alors que c'était une demi-heure à 3/4 d'heure, voire sur de petits aliments. Et on a fait d'autres expériences pour vraiment mesurer les dépenses énergétiques. Et on s'est aperçu que lorsqu'elle filtrait, elle dépensait 2 à 3 fois plus d'énergie que lorsqu'elle gobait. Et donc, on pense que finalement, en quelque sorte, ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle filtre, elle doit, pour avoir le même bol alimentaire, dépenser 2 à fois plus d'énergie que lorsqu'elle gobe, ce qui fait que lorsqu'elle a du petit aliment, pour avoir une même quantité d'énergie, pour une même quantité d'aliments, elle doit dépenser beaucoup plus d'énergie. Et ça explique très probablement pourquoi elles sont maigres maintenant. Donc le projet Mona Lisa, en tout cas dans sa mouture finale, parce qu'il est finalisé, et il vous a permis de valider toutes les hypothèses en départ de cette enquête qui avait débuté avec Ecopelgol et de mieux comprendre ce qui était observé et cette diminution de la taille, de l'âge et de la condition des sardines. Donc on sait d'où ça vient maintenant. Mais les autres grands résultats, quels sont-ils en fait? Et après, ma question par la suite, c'est un peu le et maintenant qu'on sait que c'est la nourriture et que ce n'est pas un paramètre, mais que c'est certainement dû à une conjoncture un peu globale, qu'est-ce qu'il en advient de cette enquête et le mystère est-il résolu entre guillemets? Alors, en science, on n'a jamais de réponse définitive, hein, parce que de toute façon, nos connaissances progressent tout le temps et donc on affine nos hypothèses au fur et à mesure. Là, ce dont on est quasiment sûr maintenant, c'est qu'effectivement, c'est les changements environnementaux dans le golfe du Lion qui ont joué sur la production planctonique et qui ont après affecté
les petits pélagiques. La sardine est plus affectée que l'anchois, probablement à cause de cette histoire de changement de comportement alimentaire. On ne sait pas trop comment l'anchois s'en sort, mais pour la sardine, on a compris que le fait de filtrer génère chez elle beaucoup plus de dépenses énergétiques, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus maigre. Et j'en ai pas parlé, mais on a fait d'autres expériences à la fois de modélisation, puis à la fois expérimentale au niveau de la physiologie de la reproduction. Et on s'est aperçu que la sardine, même si elle est en mauvaise condition, elle se reproduit. Et la sardine en Méditerranée, contrairement au golfe de Gascogne, elle se reproduit en hiver. Ça veut dire que ça commence maintenant, d'ailleurs. Ça va commencer fin novembre, début décembre, et ça va se durer jusqu'en janvier, février. Et du coup, la sardine, lorsqu'elle se reproduit, et les poissons en général, mettent toutes leurs réserves dans la reproduction et dans les œufs qu'ils émettent dans le milieu, ce qui fait qu'après, ils doivent reconstituer leurs réserves, en quelque sorte énergétiques, assez rapidement. Et là, vous comprenez bien que justement, du coup, si la sardine ne trouve pas d'aliments rapidement et facilement attrapable, eh ben, elle va mourir parce qu'elle ne pourra pas reconstituer ses réserves. Elle sera épuisée à la fin de la reproduction, en plein hiver, à un moment où la température de l'eau est basse et minimale. Et donc, on a des surmortalités juste après la reproduction. Et ça, on l'a modélisé à travers le type de modèle et on arrive à très bien le reproduire. Et on pense que finalement, si on n'a plus d'individus âgés, c'est parce que finalement, les reproducteurs meurent après la deuxième reproduction à l'âge 2, à l'âge 1 ou à l'âge 2. Et ils meurent après la reproduction à la fin de l'hiver massivement. Donc, voilà pourquoi. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que la proportion de sardines dans un état critique avec un indice de condition assez faible à la fin de l'hiver a tendance à augmenter. Même s'il est encore faible, on a à peu près 10% de la population de la sardine actuellement qui a un indice de condition assez critique à la fin de l'hiver. Et donc maintenant, ce qui nous reste à comprendre, Alexandre, c'est un peu, est-ce que c'est lié au changement climatique, toutes ces histoires ou pas? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui interviennent comme vous l'avez vu peut-être un peu rapidement, mais dans les indices de changement globaux de l'environnement dans le golfe du Lion, il y a la température et une augmentation croissante de la température. La température sur les 30 dernières années dans le golfe du Lion a augmenté de 0,6 degrés à peu près. Ce n'est pas rien et c'est continu. Donc ça, c'est vraiment un indicateur assez clair en liaison avec le changement climatique. Mais on voit que ce changement climatique, il y a pas ça n'a pas touché que la température, ça a touché les courants, la production planctonique, l'atmosphère et tout le régime de vent, notamment au niveau méditerranéen nord-occidental. Donc, il y a probablement un lien avec le changement climatique, mais on n'a encore pas assez de recul à l'heure actuelle pour en être sûr, mais on le soupçonne fortement. Ce qu'on se demande maintenant, c'est est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des polluants? Parce que, comme vous le savez, le Rhône et la mer déversent pas mal de saloperies, de contaminants divers et variés, qu'ils soient organiques ou inorganiques, des métaux lourds, etc. Et on ne sait pas comment ça se conduit, comment ces contaminants se transportent dans la chaîne trophique. Et donc, on a une thèse qui est en cours pour essayer de comprendre un petit peu, notamment au niveau de la sardine, mais aussi de la dorade, comment ces espèces répondent aux différents polluants et notamment à l'effet cocktail de ces polluants. D'accord. Donc, en fait, le changement climatique, oui, et il faut continuer à travailler dessus, mais comme on l'a vu, c'est pas facile à montrer parce que c'est un melting pot de beaucoup de choses. Donc, pour en tirer des signaux clairs, c'est compliqué. Il faut du recul. Et la suite, en fait, là, ça va être le travail des doctorants, notamment sur cette partie un peu pollution et impact de la pollution sur les populations de poissons, et pas que la sardine. Voilà. Et puis, il y aura un autre volet aussi, c'est qu'il y a une autre thèse qui démarre pour essayer de voir si ces changements environnementaux affectent aussi la communauté démersale, c'est-à-dire les autres espèces de poissons exploités que sont merlus, rougets, etc., des poissons plutôt de fond. D'accord. Donc, ce sera l'occasion de se revoir pour savoir si la pollution Ouais. et les changements impactent tout le monde et tous les poissons, entre guillemets, dans cette mer Méditerranée ou pas. Écoute, merci Jean-Marc pour ce tour d'horizon du projet Mona Lisa qui a permis, avec EcoPelGold, de montrer que une question assez simple qui est où sont passées les sardines, ça se transforme en enquête sur plusieurs années. Ça demande de comprendre un nombre important de phénomènes, que ce soit vis-à-vis de la physiologie de ces espèces-là, ou même la compréhension de l'environnement, et que tout ça, ça demande l'entrée de base, comme ce qu'on disait avec Mathieu, qui est la donnée, en fait, l'acquisition de la connaissance et de l'information.
qui n'est pas toujours simple à collecter et que plus elle est collectée longtemps, meilleure elle est pour pouvoir asseoir des diagnostics. Donc, ça démontre que cette acquisition d'informations, elle est un peu primordiale sur la ressource et qu'après, ça impacte tout le reste de la chaîne. Avoir toute cette information, je vais couper ton micro. Est-ce que non, je ne peux pas. Je veux bien que tu coupes ton micro, Jean-Marc. Avoir toute cette information, ça permet après de mettre en place, ou en tout cas de comprendre tous les processus pour mettre en place une gestion un peu pérenne de la filière. Et donc, comprendre tous ces tenants et ces aboutissants, c'est là tout l'enjeu du projet suivant. Le projet DEFIPEL, qui a pour but de développer une approche de gestion intégrée de toute la filière. Donc, en partant des différents compartiments qu'on a observés là, à savoir la ressource avec Pelgas ou même l'environnement avec Mona Lisa, c'est comprendre tous ces compartiments, les intégrer pour apporter une information globale une fois qu'on a compris tout le fonctionnement. Ce projet a pour but d'intégrer tout ça sur toutes les façades. C'est-à-dire qu'il va partir du constat, aussi bien dans le golfe de Gascogne qu'en Méditerranée, et tenter de développer la connaissance et l'intégrer pour faire une approche intégrée. Avec les deux premiers projets, donc on a eu le bloc ressources, là on a le bloc ressources environnement, et là, l'originalité de ce projet-là, c'est qu'il intègre deux nouveaux blocs ou compartiments, si je puis dire, qui est le bloc des pêcheurs et le bloc du marché. Et une fois qu'on a ça, on a à peu près toute la filière, donc du plancton au conserveur. Ce projet est porté par l'IFREMER en partenariat avec un nombre très, très important d'acteurs, que ce soit de la filière ou scientifique. Et ça donne une équipe pluridisciplinaire du biologiste à l'économiste, en passant par le pêcheur jusqu'au conserveur. Et aujourd'hui, c'est Martin Huret, chercheur en écologie halieutique à l'IFREMER, qui nous fait le tour d'horizon de ce projet qui est en cours. Donc, je n'ai pas accès à toutes les caméras, mais bonjour Martin. Commençons sans plus attendre. Est-ce que tu peux très rapidement, nous brosser un peu en quelques mots l'origine de ce projet, comment il est né et pourquoi et comment il va répondre aux grandes questions. Alors, les constats, on les a déjà un peu, mais là, on est vraiment sur quelque chose d'intégrant toute la filière. Donc, c'est vraiment global. Oui, bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Alors, c'est toi qui peux activer ma caméra. Ah, je ne sais pas. Je vais regarder tout de suite. Parfait. Ça fonctionne chez moi. Ok. Bonjour à tous. Donc, merci Alexandre pour cette introduction. Ça va vraiment faire le lien avec les présentations précédentes, surtout celle de Jean-Marc. Hein. Mais donc, c'est un DEFIPEL, c'est un projet qui a débuté il y a 2 ans. On est à la moitié du projet. Il va se poursuivre encore 2 années. Donc, j'espère avoir l'occasion plus tard de revenir vers vous présenter des résultats plus aboutis. Mais en fait, le démarrage de ce projet, c'est vraiment, on est parti du constat. Alors, bien sûr, il y a des interactions très, très, très fortes entre l'environnement et la ressource, ce qu'on va appeler l'habitat du poisson et ces populations noctipélagiques qui sont quand même assez bas dans la chaîne trophique et donc qui interagissent fortement avec le plancton. Donc, c'est vraiment ce que vient de présenter Jean-Marc. Mais les interactions au sein de la filière, alors quand on parle de filière au sens large, ça va être, il y aura différentes composantes. Hein. On parle justement de l'habitat, de la ressource, mais il y aura bien sûr aussi les pêcheurs qui sont représentés, au travers de différentes flottilles. Hein. C'est ce que nous disait Alexandre tout à l'heure avec les chalutiers et puis les beaux-lyncheurs. Et puis dans cette filière, il y a aussi la filière aval avec les transformateurs. Et sur les petits pélagiques, notamment la sardine, on va bien sûr penser aux conserveurs qui sont un acteur majeur. Et puis le consommateur, bien sûr, qui a son mot à dire. Et donc les interactions, comme je disais, ne se limitent vraiment pas que à l'interaction du poisson avec son habitat, avec sa ressource alimentaire. Mais il y a des interactions très fortes, bien sûr, entre la ressource et les pêcheries. La quantité de poissons va impacter la quantité de poissons qui sera pêché, disponible pour les pêcheurs. Il y a aussi tout un cadre réglementaire
avec des quotas dans certains cas pour certaines espèces qui limitent la pression sur ces ressources. Mais comme l'a très bien montré encore une fois Jean-Marc, il n'y a pas uniquement la quantité de ressources, il y a aussi la qualité de la ressource. On l'a vu qu'en Méditerranée, le poisson est là. En fait, il n'a pas disparu, il est bien là, seulement il est trop petit. Et en fait, c'est assez généralisé, hein, je reviendrai là-dessus juste après, mais on a aussi le cas de cette diminution dans le golfe de Gascogne. Et puis, quand on parle petit pélagique, on pense aussi aux oméga 3 que vous voyez sur les boîtes de conserve. Les conserveurs communiquent beaucoup là-dessus. Ce sont des petits poissons qui sont très riches en lipides, en oméga 3, qui ont une qualité nutritionnelle importante. Et en fait, c'est cette qualité de la… Donc là, j'étais sur l'interaction entre ressources et pêcherie. Mais la qualité de ce poisson va vraiment intéresser bien sûr le consommateur, mais surtout avant tout le transformateur, l'industriel, qui va rechercher le meilleur poisson possible. Et donc le meilleur poisson, ça veut dire des bons taux de matière grasse, mais aussi la bonne taille, puisqu'il y a tout un calibre qui va intéresser. Enfin, il y a vraiment des calibres plus intéressants pour l'industrie de la conserve. Donc ça, c'est ce qui est représenté par mes petites flèches rouges là, c'est vraiment montrer qu'il y a des interactions entre les différentes composantes de cette filière au sens large. Et puis en fait, nous, c'est ce qu'on va appeler finalement le socio-écosystème, hein, avec l'homme qui intervient qui vient jouer son rôle dans cet écosystème avec notamment le pêcheur. Et donc, on s'intéresse à ce socio-écosystème à travers ces quatre composantes. Et en fait, c'est vraiment ça qui nous a amené à élargir finalement notre domaine de recherche sur les petits pélagiques qui se concentrait jusqu'à il y a encore quelques années beaucoup sur la ressource et le lien avec l'habitat. Et aujourd'hui, on est vraiment tenté de regarder plus largement l'ensemble de la filière. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, la filière, c'est ce qui est illustré ici d'une autre manière, mais c'est que du plancton à la conserve, il va falloir intégrer tout ce qui est déjà connu de par les projets précédents. Et vous allez continuer à développer et acquérir de la connaissance pour justement réussir à comprendre bloc par bloc comment tout le monde fonctionne, je suppose, et après comment tout ça se parle pour être à même d'arriver à une compréhension presque totale, si on peut dire, et proposer un outil de gestion. C'est bien ça? Bah, c'est ça l'idée. Alors Total, je ne sais pas, hein, c'est comme aussi disait Jean-Marc, on n'est jamais arrivé au bout de nos recherches. Donc on espère en tout cas bien améliorer la compréhension de ce fonctionnement. Et notamment ce fonctionnement dans un cadre changeant, hein, ce que disait Mathieu tout à l'heure, le dérèglement climatique est là, il s'accélère, donc il y a vraiment aussi ça à prendre en compte derrière cette évolution nécessaire en fait de la filière. C'est quelque part, ce projet, c'est aussi préparer les différents acteurs de la filière à être capables de s'adapter aux changements en cours, quoi. Et donc, voilà, l'objectif principal, le plus large, c'est d'assurer la viabilité de la pêcherie et de la filière aval sur le moyen terme. Alors, le moyen terme, justement, parce que les évolutions sont assez durables, hein. On a vu la diminution de taille, elle dure. On espérait, il y a quelques années, dans le golfe de Gascogne, qu'on allait arriver vers une stabilisation. Et puis 2021, on arrive encore à un record de taille minimale. Donc, on voit que c'est durable et qu'il va falloir s'adapter. Et on va essayer de passer à un autre système de gestion. C'est un peu l'idée, c'est que le système de gestion halieutique, il est beaucoup basé sur l'évaluation annuelle et la prévision, l'anticipation juste de l'année suivante. Donc, on mesure l'état d'un stock une année et on anticipe l'effort de pêche raisonnable pour l'année suivante. Là, on va essayer de se positionner sur un temps un peu plus long pour que la filière ne soit pas tout le temps en train de réagir chaque année à des changements, rapides, quoi. Donc, un petit peu d'anticipation. Et puis les moyens, donc il y a encore pas mal de recherches pour essayer d'améliorer les connaissances. On a vu qu'en Méditerranée, les collègues sont très, très avancés.
on a à peu près les mêmes constats, pour dire les connaissances sur la partie, tout ce qui se passe dans l'eau, habitat, ressources. Mais bon, là, encore une fois, la nouveauté, c'est aussi regarder ce qui se passe hors de l'eau. Et donc, on améliore aussi la connaissance sur le fonctionnement des flottilles, les stratégies des flottilles, et puis sur le comportement les comportements des industriels et du marché. Et puis, donc l'objectif un peu opérationnel, c'est d'arriver à une gestion intégrée par combinaison d'indicateurs. Ces indicateurs proviendraient dans ce cadre-là des différentes composantes, encore une fois, de cette filière. Et tout l'enjeu va être de les faire. Tout l'enjeu sera de faire communiquer ces indicateurs entre eux. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est une page de notre brochure. Vous pouvez la retrouver facilement. Ouais, est-ce que tu m'entends, Alexandre? Oui, allô? Ouais. Ouais, désolé, j'avais un peu peur de ça. Déjà tout à l'heure, pendant les présentations précédentes, j'avais moi de mon côté des coupures. J'ai l'impression que c'est ce qui arrive de nouveau là. C'est pour ça que je t'ai coupé la vidéo, effectivement, et je pense qu'on l'a un peu tous, parce que je suis en train de regarder la discussion, il y a des coupures son, alors on arrive, moi j'ai attrapé l'information, mais bon, Ouais, on mais va essayer de désolé, continuer. c'est peut-être de mon côté, mais pourtant je suis dans mon bureau à l'Ifremer. Mais j'avais déjà de mon côté des petites coupures lors Ah, des ils prennent trop de présentations bandes précédentes. passantes à l'Ifremer, c'est pour ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Non, mais donc, je pense que tout le monde a plus ou moins entendu, non? Vous allez me confirmer, mais sur les grands objectifs et les moyens mis en œuvre dans le projet des FIPEL. Et ce que disait là Martin, c'est qu'effectivement, l'image qui est là, c'est une image de la plaquette de présentation du projet, plaquette qu'on pourra vous mettre dans le lien ou, toujours est-il, en lien avec la vidéo et l'enregistrement lorsqu'il sera disponible sur le site FFP. Donc, pour poursuivre, oui, à part si tu voulais compléter, Non, non, c'est Martin. bon, c'est bon. On va avancer, Alexandre. Merci. Pour poursuivre maintenant que le grand objectif, c'est donc comprendre comment tout se parle pour essayer après de proposer des outils un peu, alors prédicatifs, c'est un bien grand mot. Et on a vu que voilà, que les petits pélagiques, ça dépendait très fortement de l'environnement, mais tout ça, et donc quand on monte au niveau un peu plus global de la filière, en fait, et qu'on replace tout ça avec le bloc du marché, ces petits pélagiques, ils sont eux-mêmes dans un environnement très global, notamment pour les pêcheurs et pour les conserveurs, parce qu'ils sont, au final, au niveau français, on n'est pas si important que ça. Et donc, tout ça est proposer un outil de gestion de la filière pêche française. Il va falloir que ça se réfléchisse dans ce contexte global. Ouais, c'est tout à fait ça. À partir du moment où on a commencé à regarder ce qui se passait au niveau de la filière et notamment des approvisionnements, des débarquements français dans le contexte international et des approvisionnements des conserveurs, on se rend compte qu'il y a le marché français et la pêcherie sur les petits pélagiques françaises s'intègre vraiment dans un marché assez globalisé. Alors, ce que vous voyez là, c'est l'évolution des débarquements depuis les années 50. Sur cette espèce Sardina pilchardus, qui peut-être qu'on ne l'a pas dit, mais se répartit depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la mer du Nord. Et on voit ici l'impact énorme en fait des débarquements au Maroc en jaune. En jaune, c'est le Maroc. En rouge, ce sera la Méditerranée. Et en bleu, ça va être la zone atlantique européenne, en fait, donc du Portugal jusque la Manche. Et donc, on voit vraiment l'impact important du Maroc. Et ce n'est pas négligeable pour la filière française parce qu'on sait qu'il y a une partie de l'approvisionnement des conserveurs français qui provient du Maroc. Il y a même certaines conserveries installées au Maroc. Et puis, il y a également un peu d'approvisionnement en Méditerranée, mais on voit qu'effectivement,
pour l'ensemble des débarquements sur cette espèce, ben, la partie atlantique et encore plus la partie Gascogne finalement reste relativement limitée. Donc, on rentre vraiment dans une problématique assez globale et finalement assez compétitive. Donc, faut bien avoir ça en tête pour comprendre après comment s'organise le marché et la filière française. Et ce que tu disais aussi un peu plus tôt, c'est que la qualité du produit a un impact pour le bout de chaîne de la filière, en tout cas l'aval de la filière, et que ça impacte cette qualité de produit aussi directement. Alors là, on est reparti un peu plus, on resserre plus au niveau français, on est moins global, là on est sur le national. L'impact impacte les débarquements, en fait, la qualité de ces produits, et qui après nous mène à avoir des zones qui dominent plus ou moins la filière que d'autres, quoi. Ouais, bah, effectivement, là, on retombe sur la problématique de la qualité de la matière première pour les conserveurs de la ressource. Ce qu'on voit là, c'est toujours la même chose, hein, les séries de débarquement depuis le début des années 2000. Mais pour la partie pêcherie française, avec en bleu le golfe de Gascogne, en gris la Méditerranée et en vert la Manche. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est l'impact de ce que nous a montré tout à l'heure Jean-Marc en Méditerranée, avec une rupture, une baisse vraiment significative des débarquements autour de 2008, entre 2008 et 2010. Et puis, en parallèle, au même moment, en fait, il y a eu alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu la fermeture de la pêcherie en baie de Seine qui n'était pas du tout négligeable, qui concernait que quelques bateaux, mais qui n'était pas du tout négligeable en termes de débarquement. Et là, c'est la fermeture de la baie de Seine correspond à la pollution par les PCB sur cette espèce. Et on voit que depuis 2010, les débarquements français reposent essentiellement de gaz fait de la visite aussi des pêcheurs qui ont des problèmes de quantité de biomasse de recrutement dans leurs eaux, et donc ils depuis Gascogne. Donc voilà, et donc ça illustre bien l'impact de la qualité de la ressource. Alors d'un côté, le problème de taille, et de l'autre côté, en Manche, problème de pollution. Et tout ça, ça va bien sûr. Je me déconnecte et je me reconnecte parce que j'ai remarqué tout à l'heure que ça amélioré, enfin ça permettait d'améliorer D'accord, bon, pas de souci. Ben, j'attends que tu te J'espère reconnectes. que vous avez eu On l'a, sinon je vais le refaire, mais à quel moment ça coupe, mais non, là, c'est vraiment pour vous illustrer le fait que le problème de la taille en Méditerranée et le problème de pollution par les PCB en baie de Seine a vraiment impacté l'ensemble de la filière française, qui ne repose plus qu'essentiellement sur la pêche dans le golfe de Gascogne. ouais, tout à fait. C'est que oui, mais on l'a attrapé plus ou moins. Alors, je pense que les gens sont peut-être aussi au fait de tous ces contextes, mais effectivement, maintenant, la filière sardine française, elle est tirée fortement par le Golfe. Première raison en Méditerranée, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer précédemment. Et ce que tu disais pour la baie de Seine-en-Vert, c'était la fermeture, notamment avec ces pollution PCB. Donc maintenant, la filière, elle est tirée par le golfe de Gascogne. Donc, des FIPEL, il faut qu'il intègre la globalité, mais en tout cas, sur la sardine, ça va être surtout là-dessus, sur comprendre toute la dynamique environnement, ressources, pêcherie et après impact sur l'aval en lien avec cette sardine du golfe. Et pour continuer à illustrer ce lien environnement et saisonnalité, alors là, on faisait du global et là, en fait, on diminue de plus en plus, même si là, c'est une échelle temporelle. Pour illustrer vraiment le lien environnement avec après impact sur l'aval de la filière,
on a cette dynamique saisonnière qu'on observe chez les petits pélagiques, comme disait Jean-Marc, en disant qu'il y a vraiment des pics de production, ou en tout cas des moments où la pêche plus, elle est plus grande, moins grande, plus grasse, moins grasse. Et en fait, tout ça, pour les conserveurs, c'est en lien avec le taux de gras. Donc, il y a aussi bien la taille que le taux de gras. Et tout ça, ça impacte la saisonnalité et ça conditionne vraiment toute la gestion qu'il va y avoir à penser pour vous quand vous allez devoir tout intégrer. Ouais, c'est exactement ça. On s'est vraiment rendu compte là en creusant un peu plus que cette saisonnalité est très, très structurante pour la filière. Et donc, nous, quand on va se mettre à la recherche d'indicateurs pour enseigner le fonctionnement de la filière et anticiper les choses, on va se concentrer aussi beaucoup sur des indicateurs saisonniers. Donc, tu parlais du taux de gras qui est essentiel pour les conserveurs. C'est encore une fois, c'est en lien avec la qualité nutritionnelle de ce poisson qui permettent de valider le produit pour le label rouge, pour différents labels, mais en tout cas le label rouge. Donc on voit que ce seuil des 8% est atteint au cours des mois de mai-juin. Et alors pourquoi il y a cette saisonnalité sur le taux de matière grasse, hein, on imagine on voit la température qui augmente de manière assez parallèle à ce taux de matière grasse. Alors ça ne peut pas être que la température, hein. Les poissons ne mangent pas de la température, donc il faut de la nourriture. Et ce qu'on voit en vert là en bas à gauche, c'est la quantité de zooplancton au cours de l'année. Alors on voit que le pic de zooplancton a lieu plutôt au printemps. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce taux de matière grasse n'augmente pas dès le printemps? Ce qui se passe, c'est que ce que vous voyez en haut à gauche en jaune, c'est les périodes de reproduction. Alors il y a deux périodes de reproduction pour la sardine dans le golfe de Gascogne. Il y a le printemps, qui est la principale période, et un petit peu l'automne, là, au mois d'octobre. Mais le fait que cette reproduction soit importante au printemps, en fait, ça rejoint ce que disait Jean-Marc là sur la reproduction dans le golfe du Lion. Ça pompe finalement toute l'énergie prélevée dans l'alimentation. Ça part directement dans les œufs. Voilà, donc finalement, pendant toute la période printanière, le zooplancton transite dans le poisson et termine dans les œufs. Voilà. Et c'est pour ça que le taux de matière grasse n'augmente que vraiment suite à cette période de reproduction et le plus élevé à la fin de l'été. Alors, c'est là où on voit vraiment l'interaction entre les différentes composantes de cette filière. On voit que la plupart des captures à l'échelle de l'année ont lieu aussi au second semestre. Donc à partir du milieu de l'année, à partir de mai-juin, quand ce taux de matière grasse augmente, puisque c'est ce poisson qui va vraiment intéresser les conserveurs et donc par voie de conséquence les pêcheurs. Alors il y a quand même un petit peu de pêche en début d'année, parce que la sardine est là et pourquoi pas la pêcher, mais elle a un prix bien inférieur en début d'année parce que moins d'intérêt nutritionnel. Alors ce qu'on voit en couleur en bas à droite, c'est les différents métiers, des différentes flottilles du golfe de Gascogne. En bleu, les beaux-lyncheurs et en rouge, les chalutiers. Voilà. Et en termes d'approvisionnement, à droite, on voit que les conserveurs, en tout cas une certaine partie des conserveurs français, privilégient largement leurs approvisionnements en fin d'année. Justement, encore une fois, quand le poisson est de bonne qualité. Alors, ça ne veut pas dire que les usines sont fermées le reste du temps. Après, il y a des gestions des stocks avec une partie qui est congelée pour pouvoir être traitée les premiers mois de l'année. Et puis, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, des approvisionnements qui sont réalisés dans d'autres zones, notamment au Maroc. Mais on voit vraiment cette saisonnalité qui se propage tout le long de la filière. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel qu'on va continuer à creuser et qui est vraiment intéressant en termes de fonctionnement de cette filière. Ouais, et au final, c'est ce petit enchaînement de graphiques là qui nous montre la condition du poisson, les pics de production de son alimentation et le lien avec les conserveurs. Je trouve c'est ce qui est le plus parlant pour illustrer au mieux des FIPEL. C'est-à-dire que derrière tous ces graphiques, il y a tout un tas de connaissances à acquérir, à comprendre pour pouvoir les modéliser, pour justement arriver à produire, qui est un peu l'objectif final,
qui est votre outil intégrateur de tous ces blocs, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, hein, il y a tout il y a encore de la connaissance et on en a beaucoup à acquérir sur le fonctionnement des stratégies des pêcheurs, sur les stratégies des pêcheurs, sur le fonctionnement et la structure de la filière aval. Donc, c'est vraiment là aussi où il y a un intérêt d'avoir différents partenaires impliqués dans le projet et les industriels en font partie. Et puis les différentes OP, le CNPM, le CDPM 29, voilà, pour vraiment comprendre le plus largement possible comment s'organise tout ça. Et puis impliquer tout au long du projet, en fait, les différents acteurs pour arriver à construire quelque chose en commun qui soit bien compris et accepté après quand des propositions, scénarios d'évolution, d'adaptation de la filière seront proposés en fin de projet. Et puis du côté scientifique, on voit, hein, on a parlé d'habitat, donc on travaille avec des collègues océanographes, on a parlé de ressources. Mathieu Doré est largement impliqué dans le projet, par exemple. On a des collègues de Nantes notamment impliqués sur le comportement, la compréhension du comportement des pêcheurs et des flottilles. Et puis, comme on s'intéresse aussi au marché, on a les collègues économistes de l'unité à Mur, à Brest, qui sont aussi impliqués. Donc, ça fait vraiment une diversité de collègues et d'acteurs impliqués pour réussir à… Alors, il y a un certain nombre d'ateliers aussi prévus dans l'année qui vient, au cours duquel il sera vraiment intéressant d'avoir la plus large implication possible pour bien cerner tous les enjeux. Et puis, voilà, encore une fois, l'objectif final, c'est d'arriver à un tableau de bord d'indicateurs et puis de modéliser des scénarios d'évolution de cette filière. Ok, merci beaucoup Martin pour cette présentation qui va ouvrir beaucoup de questions. J'ai vu que vous avez commencé à en poser et que Mathieu était assez prolixe sur la réponse, mais on va aussi faire les réponses à l'oral, vous inquiétez pas, comme ça on pourra compléter. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, toujours, on va bientôt redonner la parole aux intervenants pour qu'ils nous répondent sur tous les points toutes les questions que vous vous posez. Mais notamment sur DeFiPel, merci Martin. Et oui, ça va ouvrir encore de belles années de travail sur ce projet-là. Et ce sera, je pense, un peu comme les travaux en Méditerranée sur l'impact sur les espèces démersales. Là, ça va être vraiment l'occasion de se revoir aussi sur la fin de ce projet pour voir où vous en êtes de la compréhension de toute la filière et comment tout le monde interagit avec tout le monde pour pouvoir produire justement cet outil un peu de prévision, en fait, pour finir sur ces questions-là. Merci beaucoup, Martin. Ouais, écoute, merci, puis désolé pour les petites coupures. Pas de souci. Maintenant, je vais me tourner vers Hélène. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, comme j'ai dit, qui sont… Donc, je vais me tourner vers toi Oui. pour prendre la suite sur les questions pour nos trois intervenants. N'hésitez pas à continuer à en poser. On a pris un peu de retard, je m'en excuse, mais si vous avez le temps de rester, tout le monde se fera un plaisir de répondre à toutes ces questions. Et puis du coup, comme tu dis, Mathieu, vous avez répondu déjà pas mal par écrit aux questions qui ont été posées, mais on va quand même les reprendre à l'oral, à la fois pour ceux qui n'ont pas forcément vu les réponses et puis pour ceux qui regarderont la présentation a posteriori, puisqu'on ne verra pas les questions écrites. Donc une première question, on a vu qu'avec ces trois présentations, l'importance du plancton pour les stocks de petits pélagiques et l'importance du suivi des populations de plancton, est-ce qu'on peut faire un suivi de ces populations en continu, comme ça a été évoqué par Jean-Marc, je crois, tout à l'heure, et avec quel type d'outils, comment, à quel coût? Et j'en profite aussi pour rebondir sur la deuxième question de François pour demander est-ce que ça peut se faire sur les façades françaises? Voilà, donc Mathieu a répondu déjà par écrit, donc je ne sais pas si vous voulez reprendre votre réponse et puis si les autres veulent compléter, n'hésitez pas. Oui, je vais reprendre ma réponse. C'est vrai que observer le plancton et particulièrement le zooplancton, c'est assez compliqué parce que c'est des organismes qui sont très divers. Il y a beaucoup de familles, de taxons, c'est très, très diversifié. Pour l'instant, l'essentiel des méthodes pour vraiment les observer sont basées sur des pêches. En fait, on utilise des filets
pour récupérer les organismes et ensuite il faut les analyser, donc c'est assez coûteux en temps. Mais bon, les pistes qu'on a pour augmenter la couverture, c'est d'utiliser déjà toutes les campagnes en routine, comme la campagne Pelgas que je vous ai décrite, de mettre des coups de filet à plancton sur toutes ces campagnes, de collecter des données sur toutes ces campagnes. Donc, c'est fait par exemple à 2 saisons dans le golfe de Gascogne, au printemps et à l'automne. L'autre chose qui peut être faite en complément, c'est de réaliser des pêches de plancton plus fréquentes dans des petites zones dans le golfe de Gascogne, ou typiquement mensuellement. Donc ça, c'est fait également dans le parc marin d'Iroise, où il y a des pêches fréquentes tous les mois de zooplancton. Et puis, idéalement, il faudrait combiner ça avec des mesures plus automatiques. Donc, Jean-Marc avait parlé d'un appareil qui est mis sur la coque des ferries de bateaux de commerce et qui collecte des échantillons de plancton en continu. Donc ça, c'est une piste. Une autre piste, c'est d'utiliser des drones autonomes qui se multiplient de plus en plus et qui pourraient collecter des échantillons de plancton sur des périodes plus importantes. Et donc ça, c'est pour la collecte des données. Et pour l'analyse, c'est très, très coûteux en temps d'analyser ces échantillons de plancton visuellement, manuellement. Donc, ce qui se développe beaucoup en ce moment, c'est des techniques d'imagerie optique combinées avec de l'intelligence artificielle pour une identification plus automatique des échantillons de plancton. Donc ça, c'est vraiment l'avenir pour réussir à identifier tous ces échantillons si on en collecte davantage. Et puis, il y a des méthodes également basées sur l'ADN qu'on peut récupérer dans l'environnement qui sont assez prometteuses pour caractériser le plancton. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat là, sur la mission Tara qui a été pionnière dans ces techniques-là. Donc, c'est des techniques qui vont émerger à l'avenir, qui ne sont pas encore utilisées en routine, mais ça va permettre de mieux observer le zooplancton à l'avenir. Avec des limites pour ces suivis ADN environnemental, que ça nous permet de détecter les espèces, mais pas de dénombrer les abondances de chacune de ces espèces. Pour l'instant, on essaye d'aller dans cette direction-là, mais ça, on ne sait pas encore faire. Ça demandera probablement quelques années, voire une dizaine d'années. Le CPR, comme l'a dit Mathieu, c'est des choses qui sont intéressantes parce que c'est un coût de collecte assez faible, puisque c'est juste des appareils qui sont tractés par des navires de commerce. Les Anglais ont équipé pas mal de ferries depuis les années 50. On a un suivi donc du coup du plancton gros phytoplancton, c'est-à-dire à partir des diatomées, et de quasiment tout le zooplancton depuis la fin des années 50, 56, 58, et surtout des années 60. Et ça nous a permis de faire plein de travaux et de comprendre notamment l'impact du changement climatique sur la production phyto et zooplanctonique dans l'Atlantique Nord. Ce qu'il faudrait, on essaye de développer ces appareils aussi sur les côtes françaises, notamment en Méditerranée. Il y a très peu de lignes et on n'a pas de suivi spatio-temporel suffisant pour pouvoir faire des séries. C'est dommage, mais parce qu'il y a, comme l'a dit Mathieu juste avant, à côté du coût de collecte, il y a le coût d'identification. Et les Anglais, pour étudier les données qui sortent des CPR, ont carrément établi une association sur fonds privés qui s'appelle la SAFOS, qui tourne avec une dizaine de personnes, qui sont financées par des fonds privés, etc. Il faudrait envisager ça en France, c'est assez compliqué. Mais c'est quasiment le seul moyen, avec les nouveaux systèmes technologiques que l'on pourrait, comme des drones, que l'on pourrait éventuellement déployer. Mais c'est vrai que la question de l'identification pour maintenir des séries temporelles, c'est extrêmement coûteux pour le plancton. Merci à tous les deux. Pour faire le parallèle entre la Méditerranée, dont on a beaucoup parlé par rapport à la taille des sardines, et le golfe de Gascogne, a priori, on ne note pas les mêmes conséquences aujourd'hui, ou en tout cas pas encore, sur les problèmes de plancton, les accidents de pollution. Est-ce qu'on a des explications sur le fait que le golfe de Gascogne semble un peu épargné pour l'instant par rapport à la Méditerranée, et du coup les sardines aussi?
Je peux répondre si le signal est clair. On vous entend. Ok. Si, quand même, hein, on a les mêmes signaux. Alors, ça a été moins radical à la fin des années 2000 que dans le golfe du Lion, où c'est vrai que les pêcheurs ont alerté très tôt parce que ça a été un changement très brutal, notamment sur la sardine. Sur l'anchois, ça a été un petit peu plus régulier. Et en fait, on est un peu sur ce schéma-là dans le golfe de Gascogne, c'est-à-dire depuis 15 ans, on a une diminution, comme j'ai montré hein, dans un des. Non, ça n'a pas été montré, mais en fait, sur le golfe de Gascogne, on a vraiment aussi des diminutions depuis 15 ans sur la taille des l'anchois et de la sardine et de la condition corporelle donc du taux de matière grasse en fait hein, de ces petits pélagiques. Et il me semble que, alors c'est tout récent, hein, c'est des perceptions assez récentes, mais que la filière cette année, en 2021, parce qu'on est dans des niveaux un peu records sur des tailles toutes petites pour la sardine, que la filière commence vraiment à le ressentir cette année. Donc c'est assez inquiétant. Jusque-là, elle était préservée. Alors, elle a été préservée parce que aussi on part de tailles plus importantes, c'est-à-dire au début des années 2000, si on prend ça comme une référence, les sardines du golfe de Gascogne étaient plus grandes que les sardines de Méditerranée. Donc on avait un peu plus de marge. Mais les tendances sont bien là. Et après, en termes d'hypothèses, on est aussi sur des hypothèses liées au processus d'impact du plancton sur la croissance. Alors quand on regarde les séries de zooplancton, même si c'est compliqué, on en a quand même quelques-unes. Alors c'est des résultats assez préliminaires, mais il n'y aurait pas forcément de changement dans la quantité de plancton, mais c'est encore une fois plutôt ce serait plutôt lié à la taille, c'est-à-dire du plancton avec toujours autant d'abondance, toujours autant de biomasse, mais des espèces de plancton, des organismes plus petits. Et donc là, forcément, on fait le lien avec ce qui est observé et perçu de manière expérimentale suite aux travaux qu'a présenté Jean-Marc tout à l'heure. Donc ça semble quand même être quelque chose d'assez global. Et je voyais une question de David Milly aussi dans la question-réponse. C'est aussi ça. Alors, en manche, on n'a pas de série assez longue pour voir si c'est également le cas, mais après, sur d'autres espèces à travers le monde, c'est quand même quelque chose d'assez généralisé sur les petits pélagiques. Jean-Marc parlait du Pérou, qui est quand même la zone au monde la plus productive sur l'anchois et les petits pélagiques. Il y a un article récent qui est sorti, qui ne montre pas forcément des diminutions de taille flagrantes, mais en tout cas des diminutions de la condition. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort avec un signal très grande échelle. Et la cassure qu'on voit un peu dans les courbes en Méditerranée, est-ce qu'on y est déjà côté Atlantique ou est-ce qu'on s'en rapproche? Est-ce que vous avez des projections sur justement quand est-ce que enfin, si cette tendance elle va s'accélérer ou à quel moment on va atteindre une sorte de point de rupture comme en Méditerranée? Non, je pense qu'elle va pas, il n'y aura pas de point de rupture. Si on avait un au stade où on en est aujourd'hui, ce serait grave parce que je pense qu'on est déjà un peu à la limite en termes de taille pour que la filière reste non impactée. Donc si on avait une rupture, là, ce serait vraiment grave. Non, on est sur une tendance assez lisse, assez régulière. Et voilà, donc depuis 2015, on avait tendance à avoir une stagnation, mais bon, avec un peu plus de recul, on se rend compte que ça continue à baisser. Donc c'est là où c'est relativement inquiétant. Après, en regardant, bon, j'ai récupéré des séries récemment sur le Pacifique, au niveau du Japon. Ils ont des séries plus longues sur ces tailles aux âges. Et effectivement, il y a quand même eu des périodes de 10-15 ans pendant lesquelles le poisson était devenu petit. Et après, c'est reparti à la hausse. Et ça, au cours des années 80. Et après, au cours des années 90-2000, c'est reparti. Actuellement, ils ont une petite baisse à nouveau. Mais comme quoi, c'est pas rédhibitoire, c'est pas à sens unique. Donc, on a quand même l'espoir que ça remonte. Même si derrière tout ça, si le dérèglement climatique est la réelle cause, c'est quand même difficile d'être complètement optimiste. Et question sur le Maroc plus précisément, est-ce que vous avez ce type d'indicateur aussi déjà Les données sur le Maroc sont très partielles et c'est vraiment, vraiment très difficile d'avoir les séries longues. La seule chose dont j'ai entendu parler, c'est aussi pour cette année où il y a des problèmes
de capture, hein. Ça a été relaté dans les médias, et comme le Maroc, on l'a vu sur ma figure là, alimente une bonne partie du monde en sardines, en tout cas sur cette espèce-là. Ils alimentent les États-Unis et l'Europe en grande partie. Il y a un problème de capturabilité, donc a priori de disponibilité de la ressource. C'est pas une question de taille, c'est vraiment qu'il y a moins de sardines cette année. Alors est-ce qu'elle est un petit peu décalée, plus au sud, plus au large, ou vraiment il y a eu des mauvais recrutements, ça je sais pas, mais j'ai entendu parler de ça pour 2021. Je sais pas si c'est quelque chose qui va se prolonger sur plusieurs années ou pas. Et en termes de conséquences sur le reste de la chaîne alimentaire, on a une question sur la taille des thons. Est-ce que la diminution de la taille des sardines a un impact sur la taille des thons? Je peux peut-être répondre. Alors, on pense que ça, probablement pas. Alors, pourquoi? Parce que le thon a tendance à être assez opportuniste, il mange un petit peu toutes les tailles, et il a même tendance à favoriser les petites tailles. C'est-à-dire que lorsque les très gros thons de 200, 300 kg vont se nourrir sur la rande Atlantique Nord dans les mers froides, ils visent la rande H0 et la H1, et assez peu les gros harengs, parce que probablement ils sont plus agiles et plus difficiles à attraper. Donc, du coup, pour le thon, c'est relativement peu important. On pense que c'est pareil aussi pour les mammifères marins. Et ce qu'il faut voir, c'est que les top prédateurs, en général, c'est des espèces très opportunistes. Donc, lorsqu'ils n'ont pas leur plat préféré, ils le remplacent par un autre plat. Et ils essayent de compenser comme ça. Ils ont un spectre assez large. Donc, c'est pour ça que l'impact premier, on le voit si c'est modulé comme on le pense par le plancton, ça va être les espèces qui se nourrissent directement du plancton, à savoir les petits pélagiques qui vont être les premiers impactés. Les autres, les prédateurs, ont un plus large choix pour éventuellement, en quelque sorte, compenser ce changement qu'on voit sur les petits pélagiques. Et là où on pense, pour rejoindre ce que disait un petit peu Martin sur le changement climatique, le fait que ça se passe dans le golfe de Gascogne, c'est-à-dire qu'on pense que c'est le changement climatique parce qu'on a un réchauffement des eaux, et alors on sait que lorsqu'on a un réchauffement des eaux, on va avoir remplacement des micro-organismes de taille moyenne par des micro-organismes de plus petite taille, hein, parce que c'est des questions de turnover. Les espèces dans les eaux chaudes sont de plus petite taille en général que les espèces dans les eaux froides, et ça c'est systématique. Mais par contre, ça va pas, c'est pas aussi simple que ça ne va pas se décliner de manière égale dans toutes les zones. En Méditerranée nord-occidentale, ça passe par un système de convection hivernale, et c'est cette convection hivernale qui semble gouverner toute la production annuelle. Dans le golfe de Gascogne, ça va être autre chose parce que les dynamiques océanographiques sont différentes, et la façon dont le réchauffement climatique va se répercuter dans le golfe de Gascogne ne va pas être le même que la façon dont il va se répercuter quand même en mer du Nord nord-occidentale. En Méditerranée nord-occidentale, pardon. Et dernière question, a priori, ah non, encore une qui apparaît, mais vous y avez déjà sans doute répondu par rapport au thon, mais en fait, il y avait la même question un peu sur les dauphins. Est-ce qu'il y a un impact sur les populations de dauphins, l'évolution de la condition physique des sardines? En Méditerranée, en tout cas, non, on n'en voit pas. Les populations se portent plutôt bien, et encore une fois, probablement parce que justement, les dauphins comme les thons, on le sait parce qu'on a des études, les dauphins probablement aussi shiftent plutôt sur la sardine de petite taille, et ça les impacte assez peu, ils en mangent un peu plus, mais c'est pas grave. Sur l'Atlantique, je ne sais pas, mais apparemment, ça semble être un peu identique. A priori, oui, a priori, même un comportement à peu près. Une question de Pierre Commer qui nous demande au départ, en fait, sur les études sur la Méditerranée, il avait évoqué les problèmes de lessivage d'herbicides sur les bassins versants viticoles dans les eaux, qui arrivaient dans les eaux côtières. Est-ce que ça fait partie des explications qui ont été validées, enfin, ou est-ce que cette hypothèse tient toujours? Non, ça demain, on ne le sait pas. C'est quelque chose qu'on va essayer de regarder un petit peu. C'est la thèse dont je l'avais parlé rapidement en fin d'exposé. On va avoir une thèse qui va regarder un petit peu le cocktail des polluants organiques et inorganiques justement sur les sardines. Donc, on aura ce genre de polluants dedans. Ce qu'on sait, c'est que le Rhône, il s'est plutôt dépollué, du moins, il s'est dépollué d'un point de vue organique. C'est-à-dire il charrie beaucoup moins de nitrates et de phosphates que dans les années 80-90 maintenant. Donc, il y a des phénomènes de dépollution, mais à côté de ça, il y a tout un tas de contaminants qu'on ne connaît pas. Il y a les organochlorés, les PCB et autres choses comme ça. Il y a tous les médicaments, ce genre de choses. Et ça, on ne le sait pas, effectivement.
Donc, il faudra vous faire revenir un peu plus tard pour avoir plus de réponses. Voilà, dans 2 ans, quand on aura les Très résultats bien. de cette thèse. Ça marche. On prend rendez-vous. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Et puis, vu l'heure, je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'on a déjà pas mal dépassé le timing. Donc, Alexandre, je te repasse la parole. Très bien, merci. Merci à tous pour vos questions et merci à vous trois, Martin, Jean-Marc et Mathieu, pour ces réponses. Avant de perdre tout le monde, je vous propose un petit temps d'interaction pour, comme vous le savez, déterminer la thématique du prochain webinaire. Donc, je vais partager tout de suite avec vous. Martin, tu as levé la main. Bon, on vient de me dire ça, le Zoom me dit ça, mais donc si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas, sinon je continue. Donc, je vais vous partager un rapide sondage sur les thématiques de potentiel de la prochaine édition. En parallèle avec ça, outre le sondage donc, que je vais lancer tout de suite, donc a priori, il s'affiche tous chez vous. C'est comme à la télé, donc tapez 1, 2 ou 3. Donc, je vais vous détailler rapidement les 3 thématiques. Et en parallèle de ça, si vous avez d'autres questions ou thématiques que vous souhaiteriez voir abordées dans le cadre de ces éditions, n'hésitez pas à les partager avec nous dans la discussion. Je les listerai et j'essaierai de m'en inspirer, notamment déjà en regardant si on a des projets qui sont financés et sur lesquels on pourrait vous apporter de l'information, en fait. Et pour enrichir un petit peu la liste de thématiques et la faire toujours plus proche de vos préoccupations. Donc, outre ce sondage, qui là, pour le coup, reprend des thématiques de projets qu'on finance en cours, peut-être qu'il y en a d'autres qu'on pourrait moduler en fonction de vos besoins ou vos demandes. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans la discussion. En attendant, pour les 3 thématiques qui vous sont proposées là, comme vous avez lu, il y en a une qui tournera autour des limitations de l'impact de la pêche sur les captures accessoires. Donc ça, c'est tout un tas de projets qui sont en lien avec la sélectivité des engins de pêche et comment faire en sorte de ne pêcher que ce qu'on veut, entre guillemets. Après, on a la pêche au thon avec tout ce qui est autour du partenariat scientifique pêcheur pour limiter l'impact de cette pêche sur l'environnement. Donc là, ce sera aussi bien le thon de Méditerranée que le thon de l'océan Indien, autour notamment des engins de pêche, avec tout ce qui est adaptation de la pêche de thon à la Seine avec les objets flottants, les DCP, les dispositifs de concentration de poissons, comment faire en sorte que ces dispositifs soient toujours plus durables, ou alors tout un tas de projets en lien avec les pêches palangrières et pour diminuer les captures d'espèces non désirées. Ça, c'est pour la pêche au thon. Et le dernier, c'est la pêche en Méditerranée, initiative et perspective. Donc ça, c'est un grand titre pour dire, comme vous le savez, le nerf de la guerre, on vient de le voir et on l'a suffisamment vu, c'est la connaissance. La Méditerranée, c'est vraiment une zone où il faut que la connaissance sur les espèces évolue pour que les scientifiques puissent nous apporter toujours plus d'informations. Donc ça, ce sera un rassemblement de projets en lien avec ça. Je parle, mais en fait, je vois que tout le monde a déjà répondu. Ce sera un coude à coude. Peut-être que je ne vais pas trancher tout de suite, ou alors comme ça, je garderai les prochaines thématiques, mais je sais que les prochaines éditions, il y en a une qui tournera autour de la pêche, qui limite ses captures accessoires et tous les projets en lien avec ça, et une autre édition où on vous fera part des projets menés en Méditerranée pour continuer à pêcher dans cette zone-là. Alors, merci à tous pour votre participation. Je n'ai pas passé en revue si vous avez mis en discussion des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées, mais je les ferai a posteriori et je listerai tout ça. Merci à tous. En conclusion, ces 3 projets nous démontrent une chose assez claire, c'est que ce partenariat scientifique-pêcheur, il permet de monter des projets ambitieux pour une amélioration continue de la connaissance qui est un petit peu la base de la compréhension de tous ces phénomènes pour qu'ensuite on puisse aboutir à une gestion pérenne et à des outils de prédiction pour les espèces que l'on souhaite commercialiser. Donc, la base de toute bonne gestion, comme vous le savez, c'est cette connaissance pour continuer à avoir de la ressource. Donc, il faut ces projets d'acquisition. Et qui dit projet d'envergure
ça permet à la filière pêche de perdurer et d'avoir ces espèces sur nos étals encore et toujours. Donc, un gros merci à tous nos participants, à vous tous. Merci aux 3 intervenants, Mathieu, Jean-Marc et Martin, pour ces 3 présentations. Et on va clôturer ce webinaire. Et donc, au nom de toute l'équipe FFP, un grand merci et à bientôt pour la 4e édition. Sur une de ces 2 thématiques, a priori, on va s'orienter sur les captures accessoires, j'ai bien l'impression, au vu du sondage. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Et à très bientôt. Vous serez au courant de la date de la prochaine édition qui se tiendra a priori l'année prochaine. Voilà, merci. Bonne fin de journée à tous. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci Mathieu. Merci à pour tous. Au revoir. l'organisation. Au revoir.